Amis sportifs, bonsoir. Mercredi 4 septembre, les cloches de la rentrée scolaire au Cameroun vont sonner dans 5 jours. Mais déjà, celle des Lions indomptables a raison depuis lundi dernier à Yaoundé notamment. Attendu à Douala, c'est plutôt dans la capitale que ceux-ci ont débuté leur stage préparatoire des matchs contre la Namibie et le Zimbabwe, comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025. Sur l'imbroglio qui entoure le lieu de la rencontre Cameroun-Namibie de ce samedi 7 septembre. Si la CAF décide, nous irons jouer à Garoua, a déclaré le Premier ministre Joseph Diangoutté à l'issue de la réunion des crises tenue ce matin à l'immeuble Étoile à Yaoundé avec les joueurs. Le match se jouera donc à Garoua, a annoncé la CAF, notamment sur son site internet aussi. Alors, quelle lecture peut-on faire de cette concertation? L'accalmie est-elle définitivement de retour? La FECAFOOT aurait-elle fait plier l'État? Quel lion face à la Namibie samedi dernier? Ces questions et bien d'autres vont guider le grand débat de ce magazine en seconde partie de cette émission. Débat évidemment axé autour des préparatifs du match Cameroun-Namibie du 7 septembre prochain. Et ce sera juste après la pause actu en première partie de la nuit du sport. On parlera bodybuilding, de foot féminin avec notamment les Lions U20 qui sont en Colombie pour la Coupe du Monde de leur catégorie et aussi des Cyclones Football Club de la présidente Dinali qui vient d'accéder en Super League. Nos invités ce soir, c'est avec d'ailleurs beaucoup de plaisir que je reçois l'entraîneur de cette équipe des Cyclones Football Club, Urbain Bangué. Coach, bonsoir, bienvenue. Bonsoir le plateau, bonsoir les téléspectateurs. Juste à côté de vous, Georges Rim, analyste des sports, membre des socios des canons de Yaoundé. Georges, bonsoir. Georges Mathurin. Bonsoir Lydie, bonsoir au coach Urbain, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve ce plateau de la nuit des sports. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve aussi, qu'on vous accueille sur ce plateau, Georges. Et également plateau ce soir, Tchadja Femba, ancien manager du club. Tchadja, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les téléspectateurs et un bonsoir particulier aux anciens élèves de Saint-Michel qui suivent particulièrement cette émission et qui vous adressent un bonsoir. D'accord, merci évidemment de nous regarder chaque mercredi soir. Mathieu Nathanaël Ndjok, journaliste, est avec nous ce soir. Mathieu, bienvenue. Lydie Makeda, il faut préciser, senior journaliste, bienvenue. Oui. Makeda, ça m'échappe toujours, un senior journaliste. Co-panélistes, bienvenue. Je salue chaleureusement les téléspectateurs de cette émission. C'est un plaisir pour moi d'être toujours là. Donc, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour éclairer l'interne des téléspectateurs. Merci bien d'être là. On va donc démarrer sans transition par la pause actu. On commence par parler de bodybuilding et fitness pour ouvrir cette émission. L'équipe nationale de ces disciplines, composée de 7 athlètes, vient de rayonner sur la scène internationale une fois de plus. Arrivés aux Philippines vendredi dernier, ces athlètes amenés par le capitaine Christian Tsanga ont décroché 14 médailles, dont 8 en or lors de la compétition baptisée FF Asia Pacific Championships. Et compétition qui s'est déroulée à Manille dimanche 1er septembre. Des lauriers qui s'ajoutent également à ce qui avait été récolté récemment par cette équipe du côté du Brésil. Et c'est pour encourager et saluer justement les efforts des meilleurs athlètes que la Fédération camerounaise de bodybuilding et fitness a offert des véhicules à ceux-ci. C'était à l'occasion d'une cérémonie présidée la semaine dernière à Yaoundé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Reportage. C'est la salle de conférence du ministère des Sports et de l'Éducation physique à Yaoundé qui a abrité le 27 août 2024 la cérémonie de remise des véhicules aux 2 meilleurs athlètes de la Fédération camerounaise de bodybuilding et fitness. Cette cérémonie présidée par le ministre des Sports est couplée à la présentation des médaillés de la World Championship Pro AM, c'est-à-dire les championnats du monde de cette discipline, disputés du 7
au 9 juin 2024 au Brésil. La team Cameroun en bodybuilding et fitness s'est distinguée avec ferveur et ardeur, force, vigueur et vitalité, collectivement, en obtenant au classement général le titre de meilleure équipe masculine, synonyme de médaille d'or, et par individualité, en accédant au prestigieux et valeureux titre de champion du monde lors de la compétition sus-indiquée. Des performances qui ont amené la FECABOF à offrir des véhicules à ses deux meilleurs athlètes suivant des critères bien précis. Les critères sont l'ancienneté, l'abnégation au travail, les lauriers remportés, les médailles et trophées et la discipline dans le groupe. Nous sommes en train de commencer par les deux premiers, il y a déjà 2 programmés. Ainsi de suite, chaque année, nous aspirons à offrir aux athlètes les véhicules vu leur performance aussi, parce que là ça va de la performance. Si on a des athlètes qu'on a programmés qui sont néfastes et néants, on passe aux autres. Donc il faut stimuler les athlètes à travers ces actions qui seront bénéfiques pour le sport camerounais. Une action accueillie avec joie par les 2 bénéficiaires. C'est un sentiment de joie. Toutes les compétitions que j'ai eu à participer, j'ai essayé de mettre en valeur ce que je fais, ce que j'apprends chaque jour, et c'est ça qui m'a permis donc d'arriver à beaucoup de titres sur le plan mondial, et c'est la reconnaissance de ces titres-là en ce moment par la Fédération camerounaise de bodybuilding. Quels sont les titres les plus récents que vous avez remportés? Aujourd'hui, champion du monde de la WFF, cette fédération, le dernier titre, en juin, du 7 au 8 juin dernier à Curitiba au Brésil. Évidemment que c'est un sentiment de joie, c'est toujours un plaisir de recevoir un cadeau dû à ses efforts, donc je suis très content de recevoir ce véhicule et je ne peux que remercier la fédération et les efforts qu'ils font pour nous. Après le Brésil en juin dernier, les athlètes camerounais sont arrivés à Manille aux Philippines le vendredi 30 août pour participer au WFF Asia Pacific Championships. Le Cameroun est notamment représenté dans les catégories extrême, Bermuda, Junior, Bermuda Junior, Fitness Bodybuilding, Super Body et Performance. Une fois de plus, notre pays a brillé et au tableau des médailles, Salmon Manga termine avec 3 médailles en or, Christian Tsanga 1 médaille en or et 2 en argent, Kevin Anoro 2 médailles en or et 1 en argent, et Thierry Titsu obtient 2 médailles en or, pour ne citer que ceux-là. Au total, le Cameroun affiche 8 médailles en or, 5 en argent et 1 en bronze. Voilà pour le point sur ces différentes sorties. Peut-être un petit commentaire, Georges Réim. C'est vrai qu'on ne parle pas tout le temps aussi de bodybuilding et de fitness. C'était justement l'occasion de montrer un peu les activités de cette fédération et surtout ce qu'elle a décidé de faire pour encourager ses meilleurs athlètes. Le président qui estime qu'on n'a pas à attendre tout de l'État. La fédération peut aussi se mettre en exergue sur certains points. Oui, c'est... Déjà, félicitations à la team Cameroun de bodybuilding en fitness. C'est pratiquement une razzia du côté des Philippines. 8 médailles en or, 5 je crois en argent et 1 en bronze. Donc c'est dire que pratiquement la team Cameroun n'a fait que des podiums de ce côté-là. Donc félicitations à tout ce beau monde. Félicitations à la Fédération camerounaise de bodybuilding en fitness. C'est la preuve que de ce côté, on bosse sérieusement à faire rayonner non seulement cette discipline à l'international, mais également de porter très haut l'étendard du bodybuilding en fitness camerounais à l'international. Il faut primer, il faut récompenser les efforts. Ces dons de véhicules participe donc de cette envie-là de reconnaissance
à l'endroit des athlètes. Je dirais aux grands hommes la nation reconnaissante, donc aux athlètes performants, la fédération camerounaise de bodybuilding et fitness est reconnaissante. J'espère qu'elle ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Aujourd'hui, ce sont des véhicules. Je ne sais pas ce que le futur réserve aux futurs lauréats, peut-être des maisons, peut-être de grosses cagnottes, encore que la valeur d'un de ces véhicules, s'il faut l'estimer en francs CFA, c'est beaucoup de millions. Donc je ne peux que féliciter la Fédération camerounaise de bodybuilding en fitness pour ces efforts-là. Voilà, peut-être un commentaire rapide aussi, Mathieu Nathanaël Njok, qui avez l'habitude de couvrir les différentes disciplines sportives. C'est un exemple à suivre aussi? Non seulement c'est un exemple à suivre, mais je profite pour féliciter chaleureusement le président de cette fédération qui, discrètement, promeut ce sport avec ses propres moyens. Je peux vous dire dans quelles conditions très souvent il organise les compétitions à Yaoundé, et sans bruit, mais qui essaie de mobiliser les athlètes des 10 régions du Cameroun. Et avec ses propres moyens, il contribue très souvent à ce que ces athlètes-là aillent participer à toutes les compétitions et les plus grandes compétitions. Je suis très admiratif pour ces athlètes-là, pour les sacrifices qu'ils font, pour un sport qui n'est pas très connu et pour un sport pour lequel ils n'ont pas d'accompagnement, si ce n'est l'accompagnement de leur président. Véritablement, je peux vous dire qu'Achille Balemagna, vous savez que c'est un gradé de l'armée et qui est très passionné par ce sport, et depuis plus d'une dizaine d'années, je le connais depuis 2010 dans cette fédération, que je suis particulièrement, et je suis très impressionné. Et au moins là, nous voyons un président de fédération qui fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait, promet des voitures et les donne aux athlètes. Je crois que ça va motiver tous ceux qui regardaient ce sport à distance. Nous avons souvent vu des compétitions qu'ils ont abritées ici à la salle de fête, qui voient seulement ce sport à distance. Mais aujourd'hui, je pense que ce geste-là, qui est un geste du président, personnellement, ça va motiver les gens à s'intéresser à ce sport, parce qu'il faut quand même le dire, pour faire ce sport, il faut beaucoup de sacrifices. Sous d'autres cieux, ils ont l'accompagnement des sponsors, et je crois que c'est une occasion d'inviter les sociétés citoyennes à essayer de soutenir ces enfants, ces athlètes qui ont décidé de faire dans ce sport-là, parce que le faire, il faut beaucoup se nourrir, et très souvent, il faut simplement, vous ne pouvez pas faire des activités professionnelles de jour, vous êtes obligé de faire des activités professionnelles de nuit. Et je connais un de leurs premiers champions du monde qui a pendant longtemps seul financé ses participations dans les compétitions mondiales. Donc je crois que c'est une invite aux autorités gouvernementales de s'intéresser à ce sport qui peut porter haut le drapeau du Cameroun, comme on vient de le voir. Voilà, alors on parle football féminin, notamment avec le coach Hubin Mbangué. 2 équipes accèdent en Super League à l'issue des barrages qui se sont achevés le week-end dernier. Du côté de, il faut d'abord rappeler qu'il y a Vision FA de Yaoundé et Cyclone Football Club de Douala, de la présidente Marthe Moira, plus connue sous le nom de Dinali, à qui nous adressons un bonsoir ce soir. Cyclone, Abertois, qui s'est notamment imposé par 4-0 face à la formation de Bibal Football Club. J'espère que je prononce bien. Vision, pour sa part, s'est imposé 5-4 lors des tirs au but après le score de parité de 2 buts partout face à Bansoa. Alors, coach, comment est-ce que vous vous sentez? Non, je suis très honoré déjà pour cette invitation, et ça me permet de parler un peu de mon équipe qui a accédé en Guinée Super League. Après 3 années de galère, je pense. C'est une fierté. C'était pas la première tentative. Tout à fait. Elle a toujours représenté la province du littoral, et à chaque fois, elle a échoué au pied du podium. Cette année était, je pense, c'était la meilleure année de cette équipe, et elle a pu accéder en Élite supérieure. Qu'est-ce qui aura fait la différence, par exemple? Il y a tellement de petites choses qui m'ont animé. Quand je rencontre la présidente pour la première fois, qu'elle me confie son équipe,
je sens une femme un peu très abattue. Je dis ok, je ne perds rien à essayer avec elle. Et quand j'arrive, lors des premiers entretiens avec le DT, qui m'a beaucoup aidé, avec les anciennes joueuses et les nouvelles, et mon staff, que je n'oublie pas, on a mis un plan bien précis en place pour atteindre cet objectif. Donc, ça n'a pas été facile. Vous savez, gérer les filles au quotidien, c'est pas comme gérer les garçons. Elles ont leurs petites caprices, mais il fallait faire avec, parce que le résultat, ce sont elles qui le font. Donc, on a travaillé pratiquement 1 an, donc de septembre de l'année dernière jusqu'à septembre de cette année, on est pratiquement 1 an, sans arrêt. Et cette femme, je l'apprécie parce que il n'y a pas une journée où on arrive à l'entraînement, on a dit qu'il n'y a pas de prime d'entraînement. D'abord, il faut louer cet effort-là. Et à chaque fois où on allait jouer, chaque fois il y avait victoire. Déjà qu'on a gagné tous les matchs, à chaque fois elle a fait un effort de payer les primes. Pour pas que le lendemain, qu'il y ait des plaintes et tout, il faut louer cet effort-là. Et c'est une femme qui a vécu son équipe du début jusqu'à la fin. Et d'autres personnes que je vais apprécier, que je vais encourager ce soir, on a un fan club, ça m'a même surpris. On avait des gars qui ont vécu avec nous durant toute la saison, qui nous ont assistés sous la pluie, ils étaient là. Ils ont même voulu nous accompagner. Si le match se joue à Yaoundé, ils seraient avec nous. Mais comme on est allé à Bertois, ils nous ont encouragés comme ils ont pu. Mais cette saison, je pense que c'était l'une des saisons la plus belle de cette équipe. Voilà, l'une des saisons la plus belle de cette équipe, Tchadja Femba, Cyclone Football Club de la présidente Djinali qui accède en Super League. C'est un pas important qu'elle franchit aussi, quand on sait quand même qu'elle est passée par la présidence de la Dynamo Football Club de Douala, avec tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, elle est à la tête de son équipe et là, voilà, qui accède quand même en division d'élite pour ce qui concerne le foot féminin. Je pense que c'est quand même une bonne chose parce que la région du littoral va regorger un club en plus, un club de plus en élite 1 féminine. Guinness Super League. Bon, non, je dis en élite 1 féminine, vous n'avez pas quand même forcé de faire la pub. C'est comme ça s'appelle. C'est au nom de la compétition. Oui, mais élite 1 féminine, je préfère m'arrêter là. Parce que je ne sais pas si encore la même erreur sur mon nom. Oui, je pense il faudra rectifier ça. Erin Gando qui a su la réalisation ce soir, ça va se faire. Et Madame la Présidente a tellement appris avec la Dynamo. Donc elle a appris et elle est vraiment engagée avec le coach Bangé qu'on se connaît depuis. Il est dans l'enterrement depuis au moins une 15aine d'années. Donc elle avec un staff de personnes rompues de grande expérience. Et la région du littoral, ça permet que le football au niveau du littoral féminin est en train de prendre la place au niveau national. Parce que les années précédentes, c'était plus à Yaoundé. C'est dans le centre qu'on retrouvait beaucoup de clubs, mais si maintenant on voit il y a Authentique, il y a beaucoup d'autres clubs féminins qui vont évoluer en Ligue 1. Donc on attend maintenant que la championne de l'année, la saison prochaine, sorte du littoral. Parce qu'on dit souvent que le littoral c'est la base du foot, c'est la naissance. C'est où le football est né au Cameroun. Donc à chaque niveau, que ce soit homme, femme, jeune ou bien senior, on doit être représenté et avoir des titres. Donc bravo à Cyclone, bravo au coach, bravo à la présidente, bravo aux joueurs, aux joueuses. Oui, bravo à tout le monde et que vous arrivez en Ligue 1, vous mettiez le plus longtemps possible et pourquoi pas espérer être champion du Cameroun pour jouer la Champions League africaine féminine. Ça aussi, c'est important de se projeter. Georges Rim, l'accession de Cyclone Football Club en Super League, surpris ou pas? Non, du tout. D'ailleurs, vous avez écouté le coach urbain vous le dire. Ça a été le représentant de la région du littoral au tournoi, à ce tournoi qualificatif pour la session en Guinée Super League sur les 3 ou 4 dernières saisons. Donc
c'est tout à fait, je ne vais pas dire normal, que pour cette saison, que l'objectif tant recherché par la présidente soit finalement atteint. Et pour avoir mis les petits plats dans les grands, pour être allé chercher peut-être la personne qu'il fallait depuis à ce projet, la présidente s'est dit c'est cette année au plus jamais. Le coach Urbain Banguet et ses collaborateurs l'ont fait, donc moi je ne suis pas surpris. On était dans un processus et si ces 2-3 dernières années ça a échoué de peu, on n'a pas baissé les bras pour autant. La présidente a cru dur comme fer à son projet et comme je l'ai dit tout à l'heure, a peut-être compris où il fallait rectifier un certain nombre de choses parce que cette saison comme les précédentes, Cyclone a dominé des pieds de la tête la région du littoral, mais il y avait que parvenu là où il fallait passer un cap, ça coinçait quelque part. Donc peut-être qu'elle a compris à quel niveau se situait exactement le problème et aller chercher la personne qu'il fallait pour pallier cette difficulté-là, en la personne du coach Urbain Banguet. Donc moi je ne suis pas surpris. Ça devait se faire tôt ou tard cette saison. Félicitations à toutes les joueuses, félicitations au staff conduit par Urbain Banguet, félicitations à madame, je vais l'appeler comme ça, Dinali, pour les efforts, pour la persévérance. C'est une femme de poing. Vous l'avez dit, elle est passée par la Dynamo. On n'est pas présidente de la Dynamo. Et je parle là sous le contrôle de Mathieu Nathalie, qui veut, mais qui peut. Et c'est cette expérience-là, engrangée au niveau de la Dynamo sportive de Douala, qu'elle met simplement au service des Cyclones, qui cette fois-là est son club. Alors peut-être avant de repasser la parole au coach Urbain Banguet, Mathieu Nathanaël Ndjok, la présidente Dinali, vous la connaissez très bien. Alors aujourd'hui, que cette équipe, c'est une jeune équipe qui accède quand même en division d'élite en Guinée Super League, puisque c'est comme ça que la compétition d'élite est baptisée. Et le coach Urbain Banguet, on l'a entendu tout à l'heure, il y a un certain nombre de facteurs que la présidente a réunis concernant que ce soit les primes, etc. Est-ce que on peut conclure que c'est tout ça, l'environnement créé autour de cette équipe qui aujourd'hui donne le résultat qu'on voit? Oui, c'est peut-être cet environnement, mais pas seulement. Moi, je crois que c'est la persévérance. C'est la persévérance. Parce qu'il faut être une amoureuse du football, une passionnée du football, une mécène du football pour pouvoir supporter les aléas du football amateur au Cameroun. Et quand on sait que c'est la 3e fois ici, donc 3 fois successifs, cette équipe s'est qualifiée pour les interpools du football féminin et pendant pas 2 fois n'a pas pu passer. Pour passer à la 3e fois, il faut véritablement avoir beaucoup de persévérance, d'endurance, parce que c'est quand même beaucoup d'argent qu'on investit et à compte perdu. Moi, je profite autant pour vous féliciter Madame Dinali, mais je félicite surtout le coach Banguet, que je connais, qui a fait beaucoup d'années, plus de 5 ans, dans Oris de Douala, et qui a œuvré, donné tout ce qu'il pouvait pour que Oris accède en division supérieure. Malheureusement, chaque fois à la région, il échouait de si peu. Et puis le football féminin n'est pas très facile. Et donc, un coach qui est simplement chez les hommes, aller chez les femmes et pour sa première année, faire d'un coup d'essai, un coup de maître, chapeau bas à coach. Et moi qui connais ses qualités, oui. Mais moi, je peux aussi, ma satisfaction, c'est que les clubs comme Cyclone, Authentique, et il y a un autre club de Dedo là, non, pas Caïma, un autre club de Dedo de Ligue régionale là, dont la présente aux États-Unis, que j'ai oublié le nom, c'est des clubs pour lesquels, et à Gissac, c'est les clubs pour lesquels j'ai œuvré quand j'étais secrétaire général pour booster le football féminin dans le littoral qui avait à peine 4 clubs, et j'ai pu sensibiliser
et j'avais près de 12 clubs dans cette division-là. Et je crois que j'avais des équipes qui pouvaient chaque année aligner une équipe en division. Malheureusement, le football a ses aléas. Et pendant, Agisac a échoué la première année, après Authentique est allé monter, et puis Cyclone a échoué 2 fois au podium. Mais je dis que le Littoral a des équipes et a une promotion, je veux dire un vivier de joueuses de football féminin qui permettent à ce que, avec un peu de sérieux, une bonne organisation, chaque année on peut aligner un club en Guinness Super League. Donc pour moi, je tire un coup de chapeau, je suis très heureux. C'était quand même pas... C'était une mauvaise image que le Littoral n'ait pas au moins 4 équipes dans ce championnat de Guinness Super League. On a un vivier, on a des équipes qui ont le niveau, mais vous savez, ça ne suffit pas d'avoir des joueuses et d'avoir un joueur, mais il faut avoir une bonne organisation. Et comme le coach l'a dit, la présidente a saigné, s'est sacrifiée, parce qu'il faut dire que c'est une équipe qui n'était pas, quand j'étais à la Ligue, c'était pas elle la propriétaire. C'est quand je pars de la Ligue avec mes 3 mois de suspension provisoire qui sont devenus définitifs, c'est là où elle prend l'équipe et j'admirais. Je ne croyais pas qu'elle va véritablement durer, parce que les femmes c'est difficile à gérer et l'environnement. Et quand vous trouvez une équipe que vous n'avez pas bâtie, que vous reprenez, vous rachetez le fond, c'est très difficile. Elle a des caprices, donc vraiment coup bas. Mais je veux dire que c'est l'occasion de dire qu'il ne faut pas dormir sur ses lauriers, parce que la Guinness Champions League est aujourd'hui un championnat très relevé au Cameroun. Si elle y prend garde, elle va redescendre l'année prochaine, et elle doit encore travailler avec son staff pour faire un meilleur recrutement, pour mettre les joueurs, surtout que maintenant, avec le peu d'appoint qu'on apporte sur le point des salaires, je crois que ça va alléger un peu ses souffrances, et donc elle peut recruter et avoir une meilleure équipe qui va faire bonne figure dans ce championnat-là. Alors, coach Hubin Banguet, est-ce que vous pensez déjà au prochain challenge qui arrive quand même dans le cadre de la Super League, ou encore pour le moment c'est l'euphorie, on est content d'avoir accédé en division d'élite? Ok, merci. Je tiens d'abord à dire merci à Nathanaël, et je tiens à préciser ceci. Je dis merci aussi à tous ceux qui sont passés là comme entraîneurs dans Cyclone, parce que s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, être 2 fois champion du Littoral, représenter le Littoral 2 fois, cette pression, je ne l'aurais pas eu. Parce que quand j'arrive, le kiné, Georges Arabaï me dit, grand frère, tu es là, tu es venu. Si tu ne vas pas au-delà de ce que les autres ont fait, tu n'auras pas fait mieux qu'eux. Marque 1 million de buts, mais si vous n'allez pas au-delà. Et chaque jour, ça me taraudait l'esprit. Ça me taraudait l'esprit. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et toutes ces petites choses-là m'ont stimulé. Elles m'ont vraiment stimulé. Et chaque fois où on jouait, la présidente, on pouvait gagner 10-0. Elle n'était pas à son aise, parce que pour elle, ce n'était pas l'objectif. Elle a commencé à sentir son équipe lors des demi-finales. Quand on joue contre Avion, on gagne 7-0, on gagne Beko 1-0. C'est là où je parlais de Beko justement. Oui. Elle dit, cette année peut être... parce que Beko, c'est une équipe redoutable. Tout à fait. Et le passé de ces 2 équipes, c'était toujours des finales très disputées. Bon. Malheureusement, cette année, on l'a damé le pion. Et moi, de l'autre côté, je me disais, non, il ne faut pas que chaque fois que cette équipe aille et qu'elle revienne cette fois, vraiment, il faut qu'elle parte et qu'elle laisse aussi l'espace à une autre équipe. Parce qu'en fait, c'est ça. Ça devait être une forme de blocage si on revenait encore là. Et moi, je vous dis sincèrement, je ne me voyais plus en train de travailler en 2e division. Parce que je pars d'abord d'un bon challenge avec Egol Nkonsamba. Je me retrouve là avec elle. Et ce n'est pas ma première expérience dans le football féminin. Parce que j'ai travaillé avec Hassan dans Caïman. On a eu des titres ensemble avec Ibumbu, qui est le coach des U17, football féminin. On a travaillé ensemble. J'ai travaillé dans Estuaire
l'équipe du docteur Ngo. Mais cette année, j'ai connu quelque chose de trop grand parce que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Déjà me faire accepter par ces filles qui étaient habituées avec les anciens coachs. Moi, je suis arrivé avec des idées qui n'étaient peut-être pas celles avec lesquelles ils étaient habitués. Donc, il a fallu que je les amène là et chaque fois je parlais, c'est plus le discours qu'on a utilisé qui a fait la différence. Maintenant, parlant de la Guinée Super League, mon objectif premier, c'est d'aller se maintenir, vivre cette aventure avec ces filles. On peut quand même être rassuré que vous serez toujours là parce que ça bouge beaucoup sur le banc des entraîneurs. Là, cette question, il faut la poser à la présidente. Mais je sais que depuis qu'on est rentré, on échange quand même. Oui. On échange. Elle me dit des petites choses pour me rassurer, quoi. Mais il y a quelqu'un qui est le relais entre le staff et elle, qui est M. Macon, qui est on l'appelle DT, mais c'est le secrétaire général. Tout fait de l'équipe. C'est l'homme à tout fait de l'équipe. C'est-à-dire que quand il n'est pas là, cette équipe, elle a atteint. C'est l'homme à tout faire. Donc, notre objectif premier, si je suis avec elle, c'est de les amener à se maintenir. En cours de chemin, peut-être, les choses peuvent sourire. On va rester peut-être la 3e, 4e, 5e place. Mais l'objectif premier, c'est le maintien. Ouais. Alors peut-être avant de sortir, Georges, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être attendre? Voilà, l'objectif c'est le maintien en Super League, le coach l'a précisé, mais qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'autre? D'autres, c'est un peu difficile à répondre à une telle question parce que cette équipe a cravaché dur pour accéder en Guinée Super League. Et je ne pense pas que tout de suite l'on veuille aller chercher les titres ou les premières places, au risque donc de se casser la dent et de retrouver la division régionale des CITO. Donc il faudra garantir et assurer le maintien, c'est ce que le coach Urbain Banguet vient de vous dire. Mais maintenant, la petite venant en mangeant, il n'est pas exclu que match après match, si les filles se comportent bien et qu'elles les gagnent, ben, qu'elles se retrouvent à des positions que peut-être elles-mêmes, et même le staff et les dirigeants de l'équipe n'y avaient pensé. Et bon, après, s'il faut être champion à la fin, on ne va pas cracher là-dessus. Voilà. Mais je pense que dans un premier temps, et de manière raisonnable, de manière réfléchie, c'est le maintien. N'oublions pas que c'est une très jeune équipe et ce sera sa première expérience à ce niveau-là. Et il faut, toute proportion gardée, être assez prudent, assez réservé, et assez réaliste même, parce que vous avez des cadors dans ce championnat-là, Lovmi Prof, Amazon FAP, Lekié, FC, Bolova, Authentique. Donc, ce ne sera pas facile d'aller bousculer ces équipes-là, à moins peut-être de faire un recrutement XXL, encore que même avec ce recrutement XXL, il ne faut pas tout de suite se donner des ambitions démesurées. Il faut être, comme je l'ai dit, réaliste, patient, comme on l'a été en division régionale, et construire petit à petit en Guinée Super League et se fixer des objectifs à moyen long terme, beaucoup plus grands que pour cette première saison. D'accord, je crois que ce sera pour l'essentiel sur ce sujet, en vous félicitant encore, coach, pour cette accession en Guinée Super League. Avant de refermer cette première partie de l'émission, Tchadja Femba, un mot sur la Coupe du monde de foot féminin. On reste un peu dans le même sillage pour parler de cette Coupe du monde de football féminin des moins de 20 ans qui se joue actuellement du côté de la Colombie. Pour sa première sortie, le Cameroun avait fait match nul de but partout face au Mexique, et son deuxième match disputé très tôt ce matin à 2h, le Cameroun a été battu par la Colombie, pays hôte de cette compétition. Et à l'issue donc de cette deuxième journée, le Cameroun est 3e au classement. Tchadia.
Je crois que c'est encore jouable. Hein. C'est encore jouable parce qu'il y a un dernier match contre l'Australie, le 6, qui se présenterait comme distributrice des points, mais il faut faire attention. Et on a une possibilité d'être encore deuxième, on a une possibilité d'être meilleur troisième. Donc c'est jouable. C'est jouable. On avait regretté la dernière fois ici le discours du coach qui a exposé son équipe. Et vous avez vu le match contre la Colombie. Les Colombiens avaient tellement d'informations sur les Lions. Elles nous ont mis en difficulté et sur le plan tactique, on a beaucoup péché. Je pense que on va se redéployer. Les Lions elles vont se redéployer pour pouvoir encore mon nom, je ne sais pas ce que mon nom. Mon nom est tellement difficile à écrire ou quoi? Je pense que Eric, vous avez l'orthographe exacte. Hein, il faut voilà, là je suis plus rassuré puisque voilà. Tchadja c'est le nom de mon père, c'est le nom de mon père. Si écorcher le nom de mon père, c'est aussi Femba pour écorcher, mais Tchadja quand même c'est le nom de mon père. On l'a compris. Donc le dernier match contre l'Australie, tout est jouable. Je pense qu'elles doivent se mobiliser pour pouvoir faire un bon résultat et espérer être au moins, au pire des cas, au moins ce meilleur troisième. Et la prochaine étape, c'est un but sort, comme on dit souvent. Tout est jouable. Donc, elles ont encore le 4 à main. Elles ont encore le 4. Elles ont encore le 4. Le match de la nuit n'était pas assez mauvais, mais elles ont péché sur le plan tactique. Donc, il y a eu un manque de maturité sur le plan tactique, mais elles peuvent corriger et faire quelque chose de merveilleux face à l'Australie. Donc, c'est tout le mal qu'on leur souhaite passer cette étape. Alors, coach Urbain Banguel, un commentaire sur cette position du Cameroun, troisième après 2 journées, un nul, une défaite. Qu'est-ce que vous pensez de ces Lions indomptables U20 dans cette Coupe du Monde? Déjà, je pense pour ces filles, toutes ces filles, hein, je pense que c'est la première compétition relevée qu'elles jouent. Et les scores qui sont les leurs ne sont pas les mauvais scores. Oui. Moi, je pense qu'elles sont en plein apprentissage encore. Elles sont en plein apprentissage. Et comme il a dit, si vous avez constaté, leurs 8 dernières rencontres, à chaque fois, elles prenaient le but d'entrée de jeu. Oui. Mais je pense que là, elles ont pris un but presque en fin de match. Et elles n'ont pas été très efficaces. Je pense qu'elles ont eu des situations où elles pouvaient égaliser et peut-être gagner le match, mais elles n'ont pas pu. Bon, je peux aussi dire qu'on a eu 2 pénaltys non sifflés. Jouant contre le pays organisateur, ce n'était pas très évident. C'était pas très évident. Mais je pense qu'elles ont encore une carte à jouer lors du dernier match. Elles peuvent le gagner. C'est l'Australie? Oui, elles peuvent le gagner. Alors le Cameroun peut encore garder espoir dans cette Coupe du Monde, Mathieu? C'est une compétition dont... c'est une compétition avec 4 points, on a espoir de se qualifier. Ce ne sera pas du tout facile, il faut le dire. La compétition est un costume très grand pour nous, Lyon U20. Il ne faut pas se le mentir, il faut laisser les discours, les espoirs qu'on veut vendre, parce que nous sommes dans un pays qui n'a pas de football féminin, il n'y a pas de championnat de football féminin. Comment ça, on vient de parler. Donc c'est pour dire que, mais quand vous avez un staff technique qui a réussi à qualifier les filles à ce niveau, je crois que ça doit interpeller ceux qui gèrent le football à ne pas croire au miracle permanent qu'on aime croire au Cameroun, aux résultats qu'on n'a pas préparés. Ça doit nous interpeller pour dire si on fait un peu plus d'effort à la formation à la base, c'est sûr qu'on peut faire mieux. Et en dehors de ça, il faudrait qu'on arrête de croire que c'est lors des compétitions. C'est lors des compétitions comme ça qu'on va donner à ces filles des matchs amicaux. Il faut donc que la fédération essaye de permettre à ces joueuses-là de travailler dans les conditions, d'affronter déjà des compétitions internationales, de jouer les matchs amicaux même dans la sous-région, d'accueillir même ces matchs-là. Ça leur permet d'avoir
déjà l'esprit de compétition. Se retrouver de but en blanc, après seulement l'uniforme et se retrouver à ce niveau, le costume est très grand. Le costume est très grand, la pression est très forte. C'est pour ça que vous pouvez comprendre qu'on prend les buts en début de match. Il faut que psychologiquement on travaille ça. Mais je dis, il faut encourager ces filles-là parce qu'elles ne déméritent pas, elles ne montrent pas piètre prestation, elles donnent espoir, mais je pense qu'il faut mettre l'accent sur le championnat de football jeune en général, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Il ne faut pas les là. Il ne faut pas simplement que ce soit les académies comme l'ANAFOOT qui continuent à préparer ces joueuses-là. Et ça ne va pas suffire. L'ANAFOOT seule ne peut pas, parce qu'il y a un vivier de joueuses dans tout le Cameroun. Et donc, il faut qu'on essaie de donner à ces enfants-là le maximum de temps de jeu et pour les permettre. Et on ne va pas toujours espérer que quelques pépites qui jouent en Super League, c'est elles qu'on va reverser dans ces catégories-là. Surtout que aussi à la Super League, il ne fait qu'arriver des joueuses qui maturent, qui vont essayer d'étouffer ces jeunes talents-là pendant longtemps. Donc il faut leur donner leur compétition. Je crois que c'est la leçon qu'il faut tirer. Non. On peut passer ou pas? Si je peux me permettre. Oui. À la question de savoir s'il y a espoir, parce que je pense que c'est la question qu'on va mais c'est la question. Même si on est allé dans tous les sens, oui, il y a espoir. Fumba vient de vous le dire, on peut se qualifier comme deuxième ou comme meilleur troisième. Alors, est-ce qu'il y a espoir? Oui, parce qu'il y a un dernier match contre l'Australie qui semble être l'équipe la plus prenable de cette poule. A. Une victoire contre l'Australie, nous avons 4 points et avec 4 points on se qualifie. On peut même se qualifier comme deuxième. Ça dépendra du résultat de l'autre match entre la Colombie et le Mexique. Moi je pense que c'est aussi simple. Aussi simplement qu'il aurait fallu répondre. Mais maintenant, puisqu'on interpelle la fédération ne va pas aller... Ça commence bien, hein. Avant le grand débat, ça commence bien. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous avez dit que je n'ai pas dit? Qu'est-ce que tu viens de dire là que je n'ai pas dit? Est-ce que je n'ai pas parlé à la table qu'avec... Non, il vous écoute ça aussi. Ça le dérange d'écouter aussi. Il vous écoute aussi. Vous avez besoin de répondre. Je ne crois pas que c'est le débat. Tout à fait. C'est le cas. Non, je vous en prie. Continuez votre réflexion, Georges. Continuez votre réflexion. On ne change pas. Non plus. On est dans une émission de débat aussi. Le chien ne change pas sa position, sa manière de s'asseoir. Donc on ne va pas te changer. Je vous en prie. Je vous en prie. Mathieu, je vous en prie. Quand on va lui dire moins que ça, ça va gueuler, ça va vociférer. On ne le fera pas. Non, je ne vais pas descendre aussi bas. Merci bien. On ne va pas demander à la fédération d'aller créer des clubs. Créer des clubs, et la fédération se chargera d'organiser des compétitions pour ces clubs-là. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci. Vraiment, merci. C'est normal, c'est que quelqu'un vient de c'est la fin de cette première partie de cette émission. Le temps imparti à ce sujet est terminé. Alors, on rentre dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat. Mathieu, laissez-moi poursuivre. Laissez-moi poursuivre. Laissez-moi poursuivre. Merci. On se calme, messieurs. On va donc rentrer dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025. Le match Cameroun-Namibie se joue samedi à Garoua. En tout cas, le Premier ministre a tenu une réunion de crise ce matin à l'immeuble Étoile avec les joueurs. Il a dit nous irons jouer à Garoua si la CAF décide. Et c'est la CAF l'a affiché sur son site internet, comme on a pu le vérifier tout à l'heure. Il faut rappeler qu'il est
il a eu aussi un exercice similaire avec le ministre des Sports et l'entraîneur-sélectionneur Marc Brice, qui tout à l'heure a d'ailleurs tenu sur les ondes de la télévision nationale à rassurer la population de Garoua que l'équipe fera tout pour faire un bon résultat face à la Namibie. Est-ce que la réunion du jour a mis un thème à l'imbroglio ou alors au long bras de fer qu'on observe depuis quelque temps entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football? Le match va se jouer à Garoua. Les Lions sont donc attendus dès demain dans cette ville du Nord Cameroun. L'accalmie était donc définitivement de retour. Peut-on parler de victoire de l'Africa Foot face au MINSEP? L'Africa Foot a-t-elle oui ou non fait plier l'État comme le pensent certains observateurs? Après la question des stades, qu'en sera-t-il des staffs techniques nommés d'un côté par le ministère des Sports et de l'autre côté par la Fédération camerounaise de football? Avant toute chose, je vous propose quand même de faire le point sur l'actualité autour de cette équipe nationale de football du Cameroun avec ce qui s'est passé aujourd'hui dans ce reportage que signe Oni Ladonnette. The Rumdi Adjust Stadium in Garoua will host the upcoming match between Cameroon and Namibia unless CAF says otherwise. This conclusion can be drawn following discussions between Prime Minister Joseph Dion Ngutey and the senior national team players this September 4, 2024 at the Star Building in Yaoundé. In Dion Ngutey's words, if CAF decides with the arguments that have been provided that we are going to play in Garoua, we will go and play in Garoua. This conversation has come after several conflicting decisions from both the Ministry of Sports and the Cameroon Football Federation, which has served as a distraction to the national selection ahead of this crucial match. For the first time, the players have shown their willingness to play at any venue chosen by CAF and FECAFOOT. Prior to this meeting, Dion Ngutey has held discussions with the Minister of Sports and the team's coach, Marc Brice. With the venue now confirmed, the squad has resumed preparations for Saturday's event. They have trained behind closed doors at their next one of the Onisport Stadium, attended by the head of government. The Indomitable Lions are expected to travel to Garoua on Thursday to continue preparations for their match against the Brave Warriors on September 7 and Zimbabwe on September 10 in Kampala. Namibia's arrival in Cameroon has been delayed due to flight issues, meaning they will arrive less than 48 hours before the match. Meanwhile, the under-20 squad, which has been called to Douala to potentially replace the national team, has returned to Bankomo to prepare for the UNIFAC competition. Je vous en prie. Retour à l'antenne, messieurs. On a un sujet très important. Et puis, on vient de suivre ce petit point autour des Lions notables fait par Oni Ladonnette. Alors, Tchadja Fumba, est-ce qu'on peut parler d'issue quand même dans ce conflit qui secoue notre football depuis plusieurs semaines? Bon, on peut parler ici. Bon, c'est une étape du feuilleton. Donc c'est une étape maintenant. Ah, ce n'est qu'une étape, donc c'est pas encore fini. Non, c'est une étape. C'est que c'est un feuilleton qui a beaucoup d'étapes. Vous voyez que au départ on attendait les joueurs à Douala. À Douala, oui. Une partie est venue à Douala et a relié l'autre partie à Yaoundé. À un moment, on avait un retournement de situation avec les U20 qu'on a convoqués pour les amener à Garoua. Ils n'ont pas pu voyager et le Premier ministre s'est saisi de la question. Il y a eu des concertations. Maintenant, il y a une communication qui tend à prévoir, à pressentir que le match pourrait se jouer. Je suis toujours conditionnel que le match pourrait se jouer à Garoua. Mais dans tout cela, le Premier ministre n'a pas dit que le match va se jouer à Garoua. Je crois qu'il faut faire attention à la communication des hommes politiques. Parce qu'il a dit, si la CAF en a décidé ainsi, le match devrait se jouer où la CAF a décidé. Ce serait aussi facile de dire que le match va se jouer à Garoua, aussi simplement. Vous voyez que dans tout ça, il y a toujours des propos qui sont... Mais tout à l'heure, sur la télévision nationale, l'entraîneur Marc Brice l'a dit, ils arrivent à Garoua.
Ils ont dit qu'il arrive à Garoua. Là, c'est une information plus claire par rapport... Moi, je n'ai pas suivi la sortie du ministre sur la télévision nationale. De l'entraîneur sur la télévision nationale. Je me suis arrêté au propos du Premier ministre et des différentes concertations qui sont passées. Donc, si l'entraîneur a confirmé que le match se joue à Garoua, effectivement, le match va se jouer parce qu'un compétiteur est formé pour jouer partout. Là, c'est clair. Un compétiteur est formé pour jouer partout. Et que vivement le match se joue dans les conditions qu'on aurait tous souhaité. Mais la seule chose que je dirais, c'est lorsque vous êtes lorsque vous êtes un chef d'équipe, lorsque vous pilotez un bateau et que vos éléments, lorsque vous gérez un vestiaire et que vos éléments ne sont plus en phase avec vous, c'est quand même des signes qui laissent à désirer parce que la position des joueurs pour moi traduit beaucoup de choses. La position des joueurs pour moi donne beaucoup d'informations parce que jusque-là ils ont été sereins et fermes et ont suivi la ligne et l'orientation que leur a donné l'entraîneur. Et plus loin, est-ce que le problème serait résolu avec les différents staffs? Est-ce que le problème serait résolu même avec la liste des joueurs de Marvis? Parce que là, on constate qu'il y a des joueurs, il y a un joueur qui n'était pas dans la liste publiée par la fédération qui se retrouve en remplacement. Donc, il y a tous ces... Pour remplacer Moukoudi. Oui. Bon, la communication n'a pas été faite. Est-ce que la fédération va accepter Koundé Malong dans ces listes? Vous voyez qu'il y a toujours des interrogations. Et en plus, si nous sommes là pour défendre la cause nationale, à un certain moment qu'on essaie de taire nos égos, parce que si c'est pour l'intérêt de la nation, je ne vois pas pourquoi on doit tirailler sur le site d'une rencontre. C'est-à-dire que peut-être les intérêts sont ailleurs, peut-être la fédération a ses intérêts cachés, peut-être le ministère a ses intérêts cachés, mais qu'à cela ne tienne, jouer à Garoua, jouer à Yaoundé, la finalité c'est 3 points. La finalité c'est 3 points. Est-ce que les joueurs ont le moral et le mental de pouvoir surpasser? Je pense que cette fois-ci, les joueurs seront affectés. Contrairement au match précédent où il y avait des tensions, il y avait des malentendus, mais les joueurs étaient un peu épargnés, préservés. Vous voyez que là, il y a eu une partie qui est descendue sur Douala, et avant de râler Yaoundé, il y a une partie qui est sur Yaoundé, et les joueurs qui reçoivent des courriers à la seconde, parce que, comme je dis souvent, peut-être la fédération cherche une maison d'édition, parce que en l'espace de 6 mois, la fédération a pondu au moins plus d'une 50aine de courriers. Donc, il faut faire un recueil de correspondance pour pouvoir éditer ces courriers. Bon, je ne sais pas, peut-être ça peut faire des cas d'école pour d'autres entités, mais parlons simplement pour dire qu'on n'a pas besoin d'en arriver là. On n'a pas besoin, il faut collaborer. Et tant qu'on ne collabore pas, je réitère ce propos, je l'ai dit la semaine dernière, tant que la fédération ne va pas collaborer, elle se sentira toujours butée. Parce que la fédération, à elle seule, ne peut pas organiser une rencontre. Pour organiser une rencontre, le site, ça fait intervenir plusieurs autres organisations qui concourent à la meilleure organisation de la rencontre. Donc, on ne va pas revenir tout le temps sur la sécurité, la médecine. Donc, il y a beaucoup d'autres entités qui permettent à ce que le spectacle soit bien. Le spectacle n'est pas seulement taper sur un ballon pendant 90 minutes, mais il faut s'assurer d'un ensemble de choses. Il faut s'assurer d'un ensemble de choses qui permettent de... Et la CAF et la FIFA elles sont très rigoureuses. Elles sont très rigoureuses sur la sécurité et la sécurité des athlètes pendant la compétition. Tout à fait. Elle est très pointue. Vous voyez, au niveau de l'incident qui s'est passé en Angola, en Coupe d'Afrique 2008, vous avez vu l'impact et l'incident diplomatique que ça avait causé avec l'équipe nationale du Togo. Et il y a eu beaucoup de choses comme ça. Donc la CAF elle ne veut pas que des choses pareilles puissent en arriver. Et la fédération ne peut pas organiser une rencontre toute seule, même si sur le plan purement technique, c'est à elle que décide
l'orientation du site, mais c'est aussi bien précisé dans le même règlement, avec l'approbation et la collaboration du gouvernement sur lequel la rencontre va se dérouler. Donc, il faut une collaboration. Maintenant, si on parle de collaboration, à un moment, on essaie de faire pédale douce pour l'intérêt de la nation. Parce que dans cet environnement, on a bien peur que la rencontre ne soit pas ce qu'on aurait souhaité. Avant de vous laisser, Tchadja, quand vous parlez de la position de joueurs, cela, pour vous, vous avez dit, ça traduit, ça donne beaucoup d'informations. Vous faites allusion à quoi, par exemple? Mais ça veut tout simplement dire que les joueurs ont lâché la fédération. C'est simple à voir. La première information simple. Parce que est-ce que les joueurs avaient le choix de faire autrement? Puisque la fédération a pondu combien de communiqués? La fédération a envoyé un communiqué au capitaine pour lui dire que le premier communiqué, on a tous lu, pour lui dire en résumé que vous êtes sous l'autorité de la fédération quand vous êtes convoqué. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, mais Aboubacar Vincent n'a jamais logé à l'hôtel de Douala. Il n'a jamais atterri à Douala. Il est à Yaoundé. Il n'est pas seul. Donc ça veut dire que lorsque même les joueurs entrent, les joueurs ne sont plus en phase avec la fédération. La fédération doit se remettre en question et chercher à comprendre et qu'est-ce que je peux faire pour ramener les joueurs. Parce que je pense sur le contrôle du coach, lorsque les joueurs ne sont plus avec vous, que ce soit vous le coach, vous allez partir. Quand les joueurs ne sont plus acquis à votre cause, vous ne pouvez pas faire un résultat. Donc, il faudrait que la fédération ramène d'abord les joueurs. Que la fédération ramène des joueurs, qu'elle écoute. Parce que ça veut dire que les joueurs se sentaient peut-être comprimés, ils se sentent plus libérés, les joueurs se sentaient plus étouffés, se sentaient envahis. Ils ont besoin de l'espace. Ils ont besoin de s'exprimer. C'est des professionnels. Vous voyez que dans cette équipe, il n'y a pratiquement aucun joueur du championnat camerounais. C'est-à-dire que c'est des gars qui jouent dans les championnats UP, qui jouent dans les clubs, donc, qui ont besoin un peu d'espace. Et peut-être ils se disent que avec tout ce qui se passe, la fédération était peut-être de trop, la fédération, le président de la fédération était peut-être de trop dans cette équipe nationale. S'il prend un peu du recul, les gars vont se sentir plus libérés et donner le meilleur et le meilleur d'eux-mêmes. Et à la fin, nous on veut les résultats. C'est ce que le Cameroun retient. Voilà, dans cet imbroglio, si à la fin on gagne samedi, que ce soit à Garoua, à Yaoundé, à n'importe où, on va oublier tous ces guéguerres. Donc, nous, on veut les résultats. Et pour les résultats, il faut une préparation optimale. Voilà. Georges, est-ce que vous êtes peut-être d'accord quand il estime que les joueurs ne sont plus en phase avec la fédération? Lydie, cette histoire a divisé les joueurs eux-mêmes. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Cette histoire a divisé les joueurs eux-mêmes. Ce n'est pas moi qui vous l'apprendrai ici. Entre eux-mêmes, ils savaient à quel sein se vouer. Oui. Elles suivent le programme élaboré par la Fédération camerounaise de football ou celui élaboré par le ministère. La preuve, il y en a qui ont respecté le plan de vol que la Fédération leur a proposé, atterrissage à Douala, et puis éventuellement prendre leur quartier dans un hôtel de la ville, ou faire, et bien évidemment, faire préparer le match et attendre le jour du vol pour Garoua, ici. D'autres, bien évidemment, ont choisi Yaoundé. Directement. Bien. Ça, c'est la première chose qu'il faut relever. Il nous a été, enfin, il m'est revenu que certains cadres de cette équipe 5 se sont réunis pour décider de ce qu'il y avait lieu de faire. Et sur les 5, il y a 3 qui ont décidé d'aller à Yaoundé et 2 qui, eux, ont voulu respecter le programme de la fédération. C'est dans ce sens que je parle de division. Division, oui. Bien. Parce que là, on n'a pas les noms. Je ne sais pas pourquoi je dois toujours être interrompu quand je parle. C'est un débat. C'est un débat. Moi, j'ai parlé de Vincent Aboubacar, par exemple. Voilà. Donne-nous les noms. Tu es libre de les citer. Non, donne-nous les noms. Je suis libre. Lui ne veut pas citer. Tout à l'heure, quelqu'un a revendiqué son droit à dire comme il veut, permettre que je parle aussi comme je veux. Il ne veut pas citer. On veut juste les noms pour avoir plus. Tout à l'heure, tu as cautionné cela, mais maintenant, toi, tu veux m'imposer le contraire de ce que tu as accepté ailleurs. C'est terrible quand même. C'est quand même terrible. On se comprend. C'est quand même terrible.
tu peux pas. Dans la situation à diviser les joueurs. On ne va pas passer le temps là et puis après, on n'aura pas le temps d'évoquer les différents aspects liés à ces débats. C'est un échange aussi, hein, Georges. Ok. Allez-y. Je comprends que c'est un échange. Prochainement, je pourrais interrompre. Bien. Je ne sais pas à quel jeu certaines personnes. 16h10 au stade, annexe numéro 1 du stade Amadou Ahidjo. Oui, allez-y. Oui. Quel reproche on fait à la fédération quand on sait tous ici que l'organisation des matchs ou des compétitions internationales incombe à la fédération? Personne n'a dit ici que la fédération n'associe pas d'autres entités. C'est clair que pour ce qui est de la sécurité, la DGSN ou alors le CED seront sollicités. Pour ce qui est du volet sanitaire, le MinSanté sera sollicité. Pour ce qui est d'un certain nombre de choses, le MINAT sera sollicité. Mais qui organise tout cela à la fin? C'est la fédération. Voilà tout le problème. C'est la fédération qui choisit le site ou le stade. Bien évidemment en tenant compte d'un certain nombre de paramètres. Mais c'est la fédération qui décide, qui choisit. Et pas quelqu'un d'autre. Il n'y a rien que j'invente ici. Sauf si les gens veulent faire des procès en sorcellerie, ça les regarde. Bien. Finalement, le match va se jouer à Garoua. Site retenu par qui? Par la fédération. Sauf à me faire croire que le Premier ministre est aussi églysien. Que veut dire églysien? Je ne sais pas, c'est les propos que vous utilisez chaque fois que quelqu'un... on est Georges Rime, on est sur un plateau vraiment... Non, respectons-nous, on respecte ceux qui nous regardent. Je fais de la satire. Je veux pas... Je fais de la satire. Ce qui se dit sur les réseaux sociaux doivent rester sur les réseaux sociaux. Je fais de la satire. On est quand même sur une chaîne sérieuse. Vous me connaissez pour savoir que c'est des expressions que je n'utilise pas. Mais pour dire que finalement, c'est à Garoua. Donc on aurait pu nous épargner tout ce cinéma-là. On aurait pu nous épargner tout ce spectacle nauséabond. Donc tout ceci pour finalement aller jouer à Garoua. Donc c'était possible de jouer à Garoua. Un stade que l'organe en charge de l'entretien des infrastructures a pourtant déclaré ils ont estimé qu'ils n'avaient pas le temps nécessaire pour mettre à niveau... Le temps, là, on l'a trouvé pour finalement faire jouer ce match à Garoua. C'est pour vous dire que il y a clairement une envie de mettre à mal la Fédération camerounaise de football, de créer des goulots d'étranglement à tous les niveaux pour empêcher la Fédération camerounaise de football de faire ce qu'elle est en droit de faire son travail. Les gens veulent interférer dans des choses qui ne les concernent pas. Si chacun respecte, comme on dit trivialement, son couloir, on ne nous sert pas ce qu'on a vécu là. On ne devient pas la risée du monde. Parce que chacun, tout le monde sait qui doit faire quoi, à quel niveau, quand et comment. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau-là. C'est malheureux que nous comportions comme cela, alors que nous savons exactement quelle est la limite de nos actions. Donc le match va finalement se jouer à Garoua. Stade retenu par la Fédération camerounaise de football. À quoi donc a servi tout ce que nous avons vécu? Venir récupérer les joueurs à Douala pour les ramener à Yaoundé. Pourquoi? Réorienter certains à Yaoundé. Pourquoi? Pourquoi les trimballer ça et là? Pourquoi créer dans leur esprit cette confusion-là? Ce ne sont pas des enfants non plus. Oui, mais ce ne sont pas des enfants. Ce sont des joueurs professionnels en plus. Donc, ce ne sont pas des enfants, s'il vous plaît, M. Femba. Souffrez d'écouter aussi. Je vous écoute. Souffrez d'écouter. Mais sauf que ça s'est passé comme ça s'est passé, malgré le fait que ce soit des majeurs. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Oui, mais bien évidemment. Mais ça s'est passé comme ça s'est passé. Si on avait laissé la fédération faire son travail, les joueurs ne se seraient pas retrouvés dans la situation si embarrassante
dans laquelle certaines personnes, j'ai dit certaines personnes les ont placées. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, j'ai une question pour pourquoi Mathieu. Les gens ne sont pas patients. Vous reprendrez la parole et puis vous allez dérouler après. Il faut conclure, Georges, et puis j'ai une question pour Mathieu. Ils ont beau être majeurs, professionnels, mais il est aussi que on les a mis dans une situation embarrassante. Et pourtant, si on avait laissé la fédération faire son travail, si les gens ne s'étaient pas mis en travers le chemin de la fédération, ces joueurs-là auraient respecté un seul et unique plan de vol, auraient pris leur quartier dans l'hôtel réservé par la fédération, auraient commencé leur préparation pour ce match ici. Il n'y aurait pas eu ce que j'ai dit à l'entame de mon propos, cette scission-là au sein du groupe, qui pourrait malheureusement, et je ne le souhaite pas, entamer sur leur morale. On va poser la question tout à l'heure au coach. Alors, Mathieu Nathanaël Njok est senior journaliste. De mémoire de journaliste sportif, on va peut-être rappeler, vous avez couvert des championnats, des coupes d'Afrique, des coupes du monde. Est-ce que vous vous souvenez avoir quand même assisté à une situation similaire? Non, j'ai jamais vécu une situation similaire avec l'équipe nationale. On a connu des crises en équipe nationale, mais on n'a jamais vu une crise où on mettait en mal les Lions indomptables, qui sont un patrimoine camerounais, qui sont encore le seul point d'ancrage de l'unité du Cameroun, visible et palpable. C'est le seul élément pour lequel tous les Camerounais, qu'ils soient de quelque bord que ce soit, de quelque tribu que ce soit, lorsque les Lions jouent, parlent d'une seule voix. Et donc, on ne peut pas s'amuser avec une équipe nationale comme ça. Ce n'est pas, on a vu la crise de nationale en 2010 en France. Ce n'est pas que dans d'autres pays, il n'y a pas de crise. Mais là, nous avons touché le Rubicon, comme Georges lui-même l'a dit ici, et que la situation, on a fait honte au monde entier, on a terni l'image du Cameroun. Donc, pour moi, quand j'ai fini de dire ça, je dis que oui, on aurait pu nous éviter ça. On aurait pu nous éviter ça si les partis n'étaient pas, depuis l'aube, s'étaient réveillés dans un comportement conflictuel, belliqueux, et où les gens auraient pu mettre chacun de l'eau dans son vin. Et comme a dit mon ami Tchanja, on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'on va jouer dans tel ou tel stade. Je le dis partout où j'ai donné des consultations, que ce match, je l'ai toujours dit, et sur mes plateformes, je l'ai dit, ce match va se jouer, quel qu'en soit le lieu, quel qu'en soit le stade, mais tout ce qui se passe là, c'est la distraction. C'est la distraction parce que ce match va se jouer. Et ce match va se jouer avec l'équipe nationale des Lions indomptables, pas les U20, pas une équipe d'emprunt. Et donc, on savait déjà que cette équipe va. Donc, pour moi, c'est simplement une question, peut-être d'ego, mais ce n'est pas une question d'ego. Comme je l'ai dit, c'est un conflit qui a dépassé le niveau, le cadre sportif. Ça a pris d'autres tournures et le football et les Lions indomptables ne sont que la face visible de l'iceberg. Donc, moi je dis et je refuse que les gens continuent à dire que le ministère d'un côté, la fédération de l'autre. Non, il n'y a pas le ministère d'un côté, il n'y a pas la fédération de l'autre. Et ce qui s'est passé jusqu'ici, c'est simplement que les gens refusent de s'entendre, de s'accorder, d'accorder les violons sur un fait qui va rebondir. Tout le problème ici, le problème visible, c'est le problème du staff de l'équipe nationale. Donc, choisir un stade, d'abord, comme de ce que j'ai lu, pour moi, de ce que j'ai lu, le Premier ministre n'a pas dit qu'on va jouer à Garoua, m'a dit que si la CAF, après tous les éléments qu'on a présentés à la CAF,
si je paraphrase, de l'indisponibilité de ce stade et que la CAF continue à maintenir ce stade, on va aller jouer à Garoua. Cela ne veut pas dire que le stade sera plus praticable ou il sera à jour, mais on va l'utiliser dans les conditions où, telles qu'on a accepté d'aller jouer. Certainement, il y aura des couacs et donc on va accepter que ces couacs-là, parce qu'on sera allé là-bas au forceps sans que les conditions requis par les tests de la CAF ne soient remplis, qui disent que la fédération ne choisit pas le stade. Elle est l'interlocuteur de la CAF et de la FIFA. C'est elle qui communique le stade. Et elle communique le stade dont la fédération et les autorités camerounaises, les autorités du pays se sont entendues sur lesquels ils vont jouer. Et les autorités, leur avis, c'est de donner, si sur le plan logistique, tout est réuni pour jouer dans un stade. Il y a la sécurité, il y a plein de paramètres qu'il faut entrer en jeu, qu'il faut faire entrer en jeu. Il y a la retransmission, il y a même le côté électricité, on connaît le Cameroun, il y a le côté climatologie et météorologie, donc il y a plein de paramètres qui entrent en jeu dans l'organisation d'un match, et donc je refuse qu'on dise ici que c'est la fédération qui organise les matchs, parce que depuis la nuit des temps, depuis 33 ans que je suis journaliste, je n'ai pas vu une fédération camerounaise organiser les matchs. Les réunions préparatoires ont été chapeautées par l'instance de tutelle. Oui. Et depuis le 11 décembre 2021, tous les matchs gérés par le staff, par l'exécutif actuel, se sont organisés avec des réunions préparatoires au ministère des Sports, où le président de la fédération actuelle a participé. Et où, quand il est arrivé, il était accueilli avec les honneurs dus à son rang de président, mais au-delà même de la star, de la légende qui représente au mondial. Donc, moi, je ne comprends pas que depuis quelque temps, on veut changer la donne de l'organisation et nous dire que subitement, la fédération devient propriétaire de l'organisation et convoque sa tutelle à organiser un match. Je crois que même s'il faut en arriver là, il faut qu'on en arrive à changer les tests. Donc, pour moi, je crois simplement que aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, tout ce qui a été fait là, c'était une distraction. Des gens ont, pour moi, jouent un rôle dans des agendas cachés. Parce que vous allez toujours constater que la crise de l'Africa Foot a des épisodes. Et chaque fois que ces épisodes-là sont mis en exergue, c'est qu'il y a une actualité nationale qu'on veut étouffer. Si vous voulez faire on veut toujours étouffer. Je vous prends seulement la lettre du 26 août, qui n'est pas sortie, mais qui est sortie à un moment opportun, au moment où on était en train de parler de la fermeture des inscriptions sur les listes électorales. Donc, on voulait nous amener dans un autre débat. Malheureusement, les acteurs de l'opinion publique n'ont pas saisi ça. A laissé cette lettre-là passer et personne ne l'a commenté. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, donc, le chantier de ceux qui veulent nous amener dans le débat, je refuse qu'on livre les joueurs à la vindicte populaire pour dire que les joueurs ont choisi un camp. Les joueurs n'ont pas choisi. C'est pas le les cas. Choisis n'ont pas choisi. Je dis encore. Il y a Tchadja qui a estimé que voilà, moi, je veux rectifier pas la position ça. des Pour joueurs. l'expérience que j'ai, les joueurs n'ont pas choisi un camp. Parce qu'il faut. Est-ce qu'ils ont donc respecté parce qu'il faut que je vous le dise, la fédération ne convoque pas les joueurs. La fédération a encore une courroie de transmission qui transmet les convocations aux joueurs, prépare et transmet les convocations des joueurs que l'entraîneur a sélectionnés. Donc les joueurs sont venus et sont allés vers l'entraîneur qui les a sélectionnés. Et il faut dire aux Camerounais que le problème, c'est l'imbroglio qui existe. Mais ce n'est pas l'entraîneur qui convoque. C'est l'entraîneur qui sélectionne le joueur. C'est l'entraîneur qui sélectionne le joueur. Quand l'entraîneur vous sélectionne, l'administration met en place les dispositifs pour que vous répondiez à la sélection. Je peux même dire à la convocation. On peut enlever sélection par convocation. C'est l'entraîneur qui vous convoque. L'administration met seulement ça en musique pour prendre les dispositions de vol, de plan de vol. Mais ici, on est encore dans un autre imbroglio.
l'imbroglio, c'est que celui qui est l'interlocuteur, l'interface dans la convocation des joueurs, c'est le coordonnateur des équipes nationales. Et dans le cas d'espèce, on a 2 coordonnateurs. Et l'autre camp, ce n'est pas le coordonnateur du ministère. C'est un coordonnateur qui a été nommé comme tous ceux qui sont venus du staff de Conceição, comme tous ceux qui sont venus du staff de Son, et aujourd'hui de Marbrice, que le gouvernement met à la disposition de la fédération. Malheureusement, on ne va pas refaire le débat sur... Est-ce que... Non, c'est ça que je ne veux pas qu'on refasse le débat, mais je veux dire que... La nomination d'un coordonnateur des équipes nationales, c'est la FECAFOOT. On a mis un staff à la disposition de la fédération qui ne l'utilise pas et qui a son staff. Et donc, dans cet imbroglio, on a deux staffs et ça crée la cacophonie. Et dans cette cacophonie-là, vous ne pouvez pas en vouloir les joueurs. En ce moment, les joueurs disent, nous allons chez le coach. Voilà un coach qui est là. Quand il convoque ses joueurs, quand il fait la liste des 16 ou de 18 qu'il retient pour un match, c'est lui qui les retient. L'administration ne fait que se déploie pour dire que vous allez être logé ici, vous allez, ou voilà l'argent, voilà comment vous allez. Donc ce n'est pas l'administration qui sélectionne les joueurs ou qui convoque les joueurs. Elle fait le travail administratif pour mettre les joueurs, même en club, pour mettre les joueurs à la disposition du coach, parce que les résultats après, c'est le coach qui en répond. Donc, je voulais faire cette clarification pour dire, laissez les joueurs tranquilles, ne livrez pas les joueurs à la vindicte populaire. Les joueurs sont allés là où il y avait le coach, ne sont pas allés là où il y avait le ministère. C'est un choix, non, mais c'est pas un choix. Aller le coach, c'est un choix, non? Non, c'est pas un choix. Parce que de l'autre côté, il n'y avait pas le président de la FECAFOOT, comme vous voulez faire quoi. Je refuse que vous disiez qu'on est en train de ridiculiser où on a ridiculisé le président de la FECAFOOT. Ce n'est pas le président de la FECAFOOT qui était en face. Ce n'est pas le président de la FECAFOOT qui était de l'autre côté. C'est un choix, ils ont opéré. Non, c'est orienter le débat sur les personnes. Je dis que non. Les joueurs ont opéré un choix clair. C'est même pas aujourd'hui qu'ils opèrent le choix. On a vu la campagne précédente, les joueurs ont opéré le même choix. On a vu la campagne précédente, les joueurs ont opéré un choix. Leur choix, c'est d'être le sélectionneur. Et le sélectionneur ne respecte que le programme que lui donne le ministère. Non, le ministère ne lui a pas donné un programme. Bon, qui lui a fait loger où il est à Yaoundé? C'est la fédération? Non, c'est le staff technique avec lequel on lui a demandé de travailler. Ils ont logé à Yaoundé. C'est le staff technique, ils ont un coordonnateur de l'équipe nationale, supposé être coordonnateur des équipes nationales. Ce coordonnateur, est-ce que... Même s'il n'est pas reconnu par la fédération, mais il est mis à la disposition de la même chose. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a un imbroglio. Non, c'est pas l'imbroglio. Rester sur imbroglio et demander qu'on règle cet imbroglio qui va... Même si on se retrouve à Garoua, même si on se retrouve à Yaoundé demain, ce même imbroglio va continuer à pourrir l'environnement au sein des Lions indomptables. Alors, coach Hubin Bangué, est-ce que vous êtes entraîneur de football? Est-ce que vous avez un match important à préparer avec tout ce qui se passe autour? Est-ce que c'est perturbant quand on est coach? Oui, c'est très. Mais ici, à ce niveau, on a un problème. C'est comme si tu arrives à Cyclone aujourd'hui. On prépare un match, le ministère, c'est la présidente, la FECAFOOT, c'est le DT. Il y a une équipe et le DT a le pouvoir de transmission. Maintenant, il y a un problème entre le DT et la présidente. Les joueurs sont abandonnés à eux-mêmes. Ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. Mais le joueur appartenant à la présidente, l'entraîneur, celui qui est au milieu là, qu'est-ce qu'il va faire? Aujourd'hui, on est dans une situation où, moi je vais le dire d'une manière honnête, il y a des joueurs qui apprécient tout, il y a des joueurs qui sont influencés par le ministère. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. C'est pour ça que je parlais des divisions même au sein dans la carrière. Aujourd'hui, j'ai lu un communiqué où la CAF a intimé au Cameroun d'aller jouer à Garoua. Comment ça va se passer? Les deux staffs, le staff du ministère, le staff de la FECAFOOT. On sait tous comment ça s'est passé la dernière fois. Où, à l'extérieur, oui, les joueurs ont dû demander à un staff de venir coucher avec eux dans leur chambre. Est-ce que
à Garoua, on n'aura pas le même problème. On n'est pas encore sorti de cette situation. Cette situation est très compliquée. Mais moi, je dirais, les joueurs, ils sont quand même des personnes matures. Oui. Si cette situation n'est pas résolue, moi, au prochain regroupement, moi, je dirais qu'ils disent tous qu'ils ne viennent pas. Ah bon? Oui, qu'ils ne viennent pas jusqu'à ce qu'on trouve une solution finale. Moi c'est ce que je dis. Qu'ils disent qu'ils ne viennent pas. Mais est-ce qu'ils peuvent le dire? Puisque les textes disent que quand on vous convoque, que vous devez être à la disposition de votre... Ils peuvent continuer. Ils peuvent prendre des retraites internationales. Ils peuvent dire qu'ils prennent des retraites avec l'équipe nationale. Et puis le temps que le mauvais vent passe, ils reviennent. Ils peuvent se reprendre. Ce sera une vague de retraite internationale. Oui, mais c'est possible. Et après, ils vont se reprendre. Parce que cette situation, moi je vous dis, il y a la même crise au Mali. Hein. Moi je vous dis, vous le savez, il y a la même crise au Mali. Et c'est une légende. Oui. Et ces joueurs, tous, je pense que tous ont du respect pour lui. Pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il représente, pour beaucoup de choses. Mais là, il y a le ministère qui est comme le policier de tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, je pense qu'il faut que la fédération, le ministère, la primature, tous les intervenants qui s'asseyent tous, qui se regardent dans les yeux, comme on a assis là tous, qu'ensemble ils trouvent une solution finale pour cette situation. Parce que cette situation, tant qu'elle n'a pas trouvé une solution finale, on aura toujours les mêmes problèmes. Alors, on a quand même observé hier, aujourd'hui, coach, que l'entraîneur sélectionneur Marc Brice, par exemple, arrive en retard aux séances d'entraînement. Qu'est-ce que ça peut dénoter, selon vous? Moi, je vous dirais une vérité. Même cet entraîneur, il est entre le marteau et l'enclume. Il ne sait pas où aller. Moi, je pense même qu'il est même désemparé. Il est même désemparé. Mais, comme c'est quelqu'un qui est arrivé avec... Il a mis un bleu de chauffe quand il est arrivé au Cameroun. Il a dit non, je vais au Cameroun, je vais affronter toutes les vagues. Mais je ne pense pas qu'il est serein. Parce que, avec tout ce qu'il a dit, avec tout ce qu'il a pensé, le contraire est en train de se produire. Parce que j'ai lu une de ses interviews, il disait qu'il aimerait jouer tous ses matchs à Yaoundé. Aujourd'hui, le contraire se produit. Comment est-ce qu'il va se sentir? Est-ce qu'il est à son aise? Il sera à son aise quand on ira jouer à Garoua. Comment est-ce que ça va se passer? Maintenant, on est le Cameroun quand même. On est le Cameroun. Je pense que les joueurs feront leur job. Et après, ils voudront rencontrer et le ministre et le président de la fédération pour qu'ensemble, ils trouvent un apaisement. On est quand même un grand pays. Hein. Oui. On est quand même un grand pays. Ce qui se passe là, vous imaginez, vous regardez une émission à Canal, il y a un débat sur le Cameroun chaque semaine. Chaque semaine. C'est pas beau. Moi, je ne trouve pas ça très beau. Quel est dans ce genre de situation, dans un environnement aussi conflictuel, coach, quel est le discours de l'entraîneur vis-à-vis des joueurs? C'est plus psychologique. Oui. C'est-à-dire que déjà que nous sommes même en début de saison, sur le plan physique, sur le plan technique, sur le plan tactique, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est sur le plan mental. Ce match, il va se jouer sur le plan mental. Déjà, la chance qu'on a eue, c'est que c'est les Namibiens, non? Oui. Ils devaient être au Cameroun aujourd'hui. Ils ne sont pas arrivés. Ils vont arriver demain. Peut-être on va profiter de ce décalage horaire. Peut-être ça va créer une fatigue en eux. Peut-être ça va créer... Le changement climatique va créer un changement en eux. Et nous, on va profiter de ça. Parce que le match en lui-même a tellement d'éléments qui rentrent en compte. Un seul petit élément peut vous faire perdre un match. Un seul petit élément peut vous faire gagner un match. Mais je pense quand même qu'on va gagner ce match. Et après avoir gagné ce match, une solution finale sera trouvée, je pense. Vous ne répondez pas à ma question, coach. Donc, dans une situation pareille, qu'est-ce que le sélectionneur, l'entraîneur doit dire aux joueurs pour remobiliser les troupes? Le discours est simple. Il va leur dire, OK, c'est une situation qui est inhabituelle, une situation qu'on n'attendait pas tous. Maintenant, vous êtes là pour jouer, concentrez-vous uniquement pour le match, pour que vous montrez et au ministre et à l'entraîneur que vous êtes au-dessus de ces problèmes. Vous n'êtes là que pour jouer, vous n'êtes que des acteurs. Gagnez ce match et je pense que ça va faire taire
tous les malentendus, je pense. C'est le discours qui va tenir. C'est suffisant? Ça peut être suffisant pour Georges, pour permettre aux joueurs de faire abstraction de tout ce qui se passe et rester uniquement focalisé sur la rencontre? Lydie, je l'ai dit tout à l'heure, cette situation, il est clair qu'elle a divisé le groupe. Oui. Je ne vais pas revenir sur les circonstances de ce qui s'est passé, tout le monde le sait. Mais la meilleure manière pour eux, y compris même pour l'entraîneur, d'ailleurs vous l'avez suivi, dit et rassuré les populations de Garoua, et les populations de Garoua et partant les populations du Cameroun, lorsqu'il leur dit qu'ils joueront ce match pour le gagner, c'est-à-dire qu'ils viendront à Garoua avec l'intention de faire un bon résultat. Voilà, bon résultat ici pour moi ne peut être que la victoire. Donc il est impératif pour tout ce monde-là de gagner. Parce que un résultat autre que la victoire entraînerait des suspicions sur ce que ils y sont allés à contre-cœur. Et donc, du coup, ils ont levé le pied. Je ne leur fais pas ce procès d'intention, mais j'ai dit, il est important pour eux-mêmes de gagner ce match. Et on n'a pas besoin de leur tenir un discours si particulier que cela. Certains l'ont dit ici, ce sont des adultes, ce sont des professionnels, et donc ils ont la pleine mesure de ce qui se passe. Bien évidemment, le coach va leur tenir un discours allant dans ce sens-là. Mais j'ai dit, avec ou sans discours, eux-mêmes doivent intégrer dans leur esprit qu'ils sont attendus au pied du mur. Parce que cette situation, malheureusement pour eux, et comme nous sommes dans un pays où nous sommes très riches en imagination, nous sommes très prolixes en imagination, ça va aller dans tous les sens si on ne réussit pas à battre la Namibie à Garoua. Comme je viens de vous le dire, il y en a qui vont estimer que parce que forcés d'y aller, entre guillemets, ils se sont rendus là-bas juste pour faire de la figuration. Donc, il faut absolument une victoire samedi face à la Namibie. Effacer de l'esprit des Camerounais très fertile ce type de raisonnement. Pour sortir, je vais te rendre la parole, j'aimerais préciser ceci. L'entraîneur, certes, sélectionne, c'est-à-dire qu'il choisit. Les noms ou les joueurs qu'il a choisis, il les adresse à la fédération qui va vérifier un certain nombre de choses. Est-ce que Femba Tchada, qui a été retenu par le sélectionneur, est qualifié pour jouer ce match? Est-ce qu'il n'est pas suspendu? Est-ce qu'il est blessé? Souvenez qu'il y a une première liste dans laquelle figurait le nom de Faris Moumbagna, qui venait pourtant d'être blessé en club. Et donc, qui n'est pas sur le plan physique, sur le plan sanitaire, apte à jouer ce match. Donc, il y a toutes ces vérifications qui sont faites. Et lorsqu'elles sont donc faites, la fédération, à travers le secrétaire général, ce n'est pas le coordonnateur, adresse des convocations aux clubs. Et les clubs mettent à la disposition de la fédération ces joueurs. C'est pour ça qu'après, donc, le cordeau entre en jeu, en envoyant des plans de vol, en faisant des réservations d'hôtels et tout ce que vous connaissez. Voilà comment les rôles sont répartis sur le plan administratif. L'organisation d'un match de football sur le plan international, je suis une fois de plus désolé de le rappeler ici, relève de la compétence de la fédération haute. C'est le texte de la CAF. La FIFA l'a rappelé. Et la FIFA l'a rappelé dans son récent courrier. Je ne sais pas pourquoi on veut travestir une certaine vérité pour faire plaisir à qui, je ne sais pas. C'est ce qui est. Ce n'est pas Georges Elim qui l'invente. Autre chose sur laquelle j'aimerais revenir, on parlait de quel staff, ce sont les noms inscrits dans la feuille de match, une fois de plus, par la fédération qui prennent part à une rencontre. Et quand je dis les noms, il s'agit des joueurs et bien évidemment des membres de l'encadrement, qu'ils soient techniques ou autres. Donc, à ce niveau également, il n'y a pas à réfléchir. Et l'autre chose que j'entends dire... Vous pensez que samedi, ce débat sera tranché
définitivement sur la question des staffs. Il ne sera pas tranché parce que malheureusement, il y aura toujours des gens en face qui viendront créer le désordre que nous connaissons. Mais je vous ai posé une seule question. Qui remplit cette feuille de match? Permets-moi une seconde. Je vais rendre la parole, vous allez parler. Moi, je vous écoute parler. Oui. C'est pas parce que je ne peux pas vous interrompre. Mais par galanterie, et par respect pour l'IDI et ceux qui nous regardent, je vous écoute. Juste après. Allez-y. C'est pas parce que je ne peux pas vous interrompre à chaque fois. Allez-y, Georges. Allez-y. Je prends la peine de prendre des notes pour réagir lorsque j'aurai la parole. Voilà, donc, pour chuter, la Fédé n'a pas défié l'État. Parce que la Fédé, c'est l'État. Ouais. La Fédé a investi d'une mission d'utilité publique. Qui l'a investi de cette mission d'utilité publique? C'est bel et bien l'État du Cameroun, qui lui a cédé une partie de ses prérogatives, notamment pour ce qui est... n'a pas fait plier l'État. Non, la FECAFOOT n'a pas plié l'État, parce que ça devrait donner l'impression qu'il y a la FECAFOOT d'un côté et l'État du Cameroun de l'autre. C'est l'État du Cameroun qui a cédé une partie de ses prérogatives pour ce qui est du football à la Fédération Cameroun de football. Le jour où l'État du Cameroun estimera que la FECAFOOT n'est plus l'organe habilité à le faire, il va lui retirer cet agrément-là. Ou va la dissoudre. C'est aussi simple. Donc, arrêtons de mettre dans l'esprit des Camerounais qu'il y a d'un côté la FECAFOOT, de l'autre l'État, et que la FECAFOOT va en guerre contre l'État. Non, l'État ne va pas en guerre contre lui-même. D'accord. Voilà. On vous a suivi. Vous souhaitez réagir, Djadja? Oui, je voulais réagir quand même. Rim, j'ai voulu la parenthèse pour vous laisser continuer, mais vous allez rebondir. Parce que maintenant... Je préfère vous écouter, moi, non, c'est un débat interactif. Djadja Fumba, on vous écoute. Ok, vous êtes maintenant entraîneur de football, donc félicitations encore pour votre diplôme d'entraîneur, d'éducateur. Merci beaucoup. Et en tant qu'entraîneur quand même, vous n'avez pas participé à une séance d'entraînement. Comment est-ce que vous allez vous asseoir sur un banc de touche pour manager un match? Bien. Moi, ça me paraît paradoxe. Si on parle d'entraînement de foot, moi j'ai eu 2 entraîneurs devant moi là. Si on parle d'entraînement de foot, si vous n'avez pas préparé une équipe durant une semaine, est-ce que vous aurez le courage de vous asseoir sur un banc de touche afin de manager cette équipe? Vous allez manager que quoi? Vous allez manager, qu'est-ce que vous avez préparé? L'honnêteté intellectuelle dans le métier, la déontologie de l'entraînement. Lorsque vous n'avez pas pris part au séance d'entraînement, vous ne pouvez pas prendre part au match. Je ne sais pas si je me trompe, M. Bangué, avec au moins 15 ou 20 ans d'entraînement que vous avez. Donc, il ne faut pas quand même toujours envoyer des gens au crachat. Mais parce qu'un entraîneur... Je prends un exemple simple. Vous m'avez interpellé. Mais permettez-moi de finir. Ah, maintenant vous voulez finir. Non, depuis que les Lions sont entrés en stage, depuis les séances d'entraînement, je crois que c'est là, il y a 2 ou 3 séances, il y en aura jusqu'à peut-être 4-5 séances avant le match. Je n'ai ni vu Tongo Pulé assister à un match, à une séance d'entraînement. Je n'ai vu ni Idriss Kalo Kameni assister. Je n'ai vu ni le coach Pagou assister. David Pagou. Je ne suis même pas sûr qu'ils connaissent même ces joueurs, puisqu'il y a 4 ou 5 nouveaux joueurs dans cette sélection. Dans les 24 joueurs, il y a 4 nouveaux 5 nouvellement arrivés qui ne connaissent pas ces gens. Qui ne les connaissent pas. Vous allez leur dire quoi? Est-ce que vous avez le plan d'entraînement, le plan du match, le plan de jeu? Mais ils seront quand même honnêtes. Mais est-ce que coach, c'est important? Est-ce qu'il faut absolument avoir participé aux séances d'entraînement pour venir, pour être là le jour du match? Très important. Je pensais que moi, bon, admettons que tu peux être absent pour des raisons connues par ta hiérarchie. Maintenant, dans ce cas d'espèce, c'est compliqué. Très compliqué. Parce que ils n'ont pas travaillé avec ses enfants, ils n'ont pas échangé, ils n'ont rien fait avec ses enfants tout au long de la semaine. Et se retrouver en train de les manager en fin de semaine, c'est pas très évident. C'est pas évident. Bien. J'ai été interpellé par mon frère et ami, Fumba, mais je pense qu'il m'a très mal compris. Je n'ai jamais dit ici que quand on n'a pas préparé une rencontre, on est en droit de s'asseoir. Mais vous avez dit que c'est le staff, c'est la FECAFOOT qui remplit la feuille. Tout à fait, voilà. Et ce sont les noms qu'elle y porte qui prennent part au match. C'est dans le cas actuel. Vous pensez que la FECAFOOT va porter quel nom sur la feuille du match? Je ne suis pas de la FECAFOOT, ou alors je travaille pas à la FECAFOOT pour vous le dire. Mais j'étais seulement en train de dire ceci, que le débat sur quel staff
prendra part au match, il n'y a qu'à la FECAFOOT de le trancher. Donc, ce sont les noms qui seront sur la feuille de match qui prendront part à ce match-là. Vous avez votre réponse, Tchaja Femba? Je peux dire quelque chose? Oui, coach. Je pense que tous ces entraîneurs, aucun n'a un contrat. Je pense. Au-delà même du contrat. Qui n'a pas de contrat? Vous pensez pas? Tout ce qu'on a cité là. Est-ce que Marc Brice a un contrat en bonne et due forme? C'est vrai qu'au niveau de la FIFA, il est reconnu, mais est-ce que tous les autres là ont des contrats? Il y a quand même une cérémonie où ils ont signé les lettres d'engagement, etc. On peut les considérer comme des pré-contrats. Bon, mais lorsqu'ils ont exercé, c'est facile de prouver qu'ils ont un contrat. Là, c'est même pas le débat. Je pense que... Non, je veux savoir. Parce que c'est la feuille de match. Oui. Qui gère la feuille de match? C'est la fédération, non? Tout à fait. C'est la feuille de match. Mais c'est ce qu'on a dit que lorsque... Et la réunion technique, elle sera présidée par un membre accrédité par la FECAFOOT. Maintenant, qui est-ce que la fédération mettra comme entraîneur, accompagnateur de Marc Brice? C'est ce problème. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que il y a ce problème. C'est pour ça que je dis dans la feuille cette de match. situation n'est pas encore arrivée à son terme. Mais justement, nous tous on l'a relevé. Donc j'ai juste évoqué cette situation par rapport au développement du RIM pour dire que bien que la fédération remplit la liste des joueurs, la liste du staff, mais comment on va remplir une liste avec un entraîneur qui n'a participé, avec des entraîneurs qui n'ont participé à aucune séance d'entraînement? Si le plan, lors du match contre le Cap-Vert ici, je ne parle pas de choses abstraites. Je vous parle des choses concrètes. Lors du match contre le Cap-Vert ici, vous avez vu la feuille de match? Vous avez vu quels sont les noms qui étaient... S'il vous plaît. Vous posez une question, vous voulez pas personne de ces... Vous avez vu les noms? banc? Vous avez vu les noms qui étaient sur la feuille de match? Accompagné de son adjoint et simplement parce que par solidarité... Non, pas par solidarité. Moi, je vais donc retirer ce mot en tant qu'entraîneur. Vous êtes un entraîneur. C'est pas parce que... C'est la déontologie du métier. C'est la déontologie du métier. Ils ont vu que nous, on n'a pas participé à la séance d'entraînement. Par rapport à la déontologie du métier d'entraîneur de football, on ne peut pas être absent toute une semaine et venir prétendre vouloir manager un match. Là, j'ai respecté le professionnalisme. Ils n'ont pas voulu se mettre sur le banc. C'est la déontologie du métier. Vous ne travaillez pas toute une semaine. Vous allez même manager quoi? Nous sommes d'accord là-dessus. Mais je vous dis une fois de plus, les noms qui étaient sur cette feuille de match, ce sont les noms que la fédération a portés. Vous l'avez dit. Ils auraient pu, s'ils le voulaient, s'asseoir. Ils ne l'ont pas fait parce que solidaire des autres. Ce n'est pas la solidarité, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Coach, et puis Mathieu va réagir. Parce que je dis, les collaborateurs de Marc Brice sont reconnus, même par la fédération. C'est pour ça que ces deux mecs étaient assis à côté de lui. Même samedi, s'il y a un problème entre Oman Biek, Pagou et autres, eux, on va les mettre de côté, mais les deux mecs-là, le préparateur physique et son adjoint, ils seront au banc de touche obligés. Parce que ce sont des gars qui l'ont accompagné quand il a fait son contrat. Et ces gars sont reconnus. Le problème dans ce staff, ce sont les Camerounais. Les adjoints. Ce sont les adjoints camerounais. C'est ça qui fait problème. C'est ça qui fait problème. Alors, Mathieu, on devrait s'attendre sur cette question à quoi, selon vous? Est-ce que la question sur le staff pourrait être éventuellement tranchée samedi? J'ai dit non. Ça va être tranché si les partis acceptent de mettre de l'eau dans leur vin et privilégient le patriotisme et l'intérêt de la sélection nationale. Mais visiblement, si on voit l'esbrouf et le bluff que des partis ont essayé de concocter ces derniers jours, on comprend qu'il y a des jusqu'au-boutistes qui vont continuer à aller dans une gestion par embuscade, dans un plat de fer qui n'a pas lieu d'être. Je voulais tout simplement dire que il faut le savoir, et le code ne l'a pas précisé, celui qui a le devoir de remplir la feuille de match, c'est l'entraîneur. Maintenant, comme l'entraîneur est occupé très souvent aux heures de réunion technique à autre chose, il confie la tâche à un membre, soit à un de ses agents, soit un membre de l'encadrement technique, à qui il fait confiance et à qui il donne des directives.
C'est lui qui donne les directives. Personne ne peut remplir la feuille de match en mettant un classement que le coach n'a pas donné. Bon, c'est pourquoi vous avez vu par exemple qu'au Cameroun, quand contre le Cap-Vert, la feuille de match a été remplie pas à sa convenance, quand on a arrivé en Angola, il a rempli la feuille de match, il a signé sur la feuille de match. Et il a estimé que tant qu'on lui refuse les adjoints avec lesquels il a préparé le match, parce que ici vous parlez de l'entraînement. Avant l'entraînement, il y a la préparation des séances d'entraînement. Le choix des joueurs, la philosophie des matchs, le visionnage des vidéos, quels sont les joueurs qui sont aptes pour jouer, pour jouer ce match. La stratégie adoptée. Ça, c'est pensé avant, dans les 2 mois où qui séparent le match à un autre. Ça, c'est pensé. Et maintenant, on vient sur le terrain le mettre en musique pour aller finaliser au stade. Donc, quand ce n'est pas fait comme ça, c'est pourquoi il sera indécent. Aucun entraîneur qui n'a participé à toutes ces phases-là peut se permettre de s'asseoir au banc. Même lui, le coach Mbanga qui est là, je le connais pour savoir que très souvent, il a refusé des adjoints, même que ses présidents voulaient le mettre sur la patte. Et aujourd'hui, ils sont formés pour ce qu'on appelle le team coaching. Aujourd'hui, ça va continuer à se développer. Il faut que les camerounaiseries qu'on continue à faire là où on recrute un blanc et on nomme ses adjoints. Désormais, le team coaching veut que l'entraîneur vienne avec pratiquement tout son staff, jusqu'au kiné. C'est lui qui doit les choisir. C'est des hommes de confiance qui peuvent te bousiller mal. Si il fait mal les massages aux joueurs, il te bousille un match. C'est comme un mécanicien qui te fait la révision avant le voyager. S'il te fait une mauvaise révision, il t'envoie mourir. Donc, c'est pour dire que quand vous connaissez ça, vous savez que sur ce plan-là, il y a vivement que cette situation soit réglée. C'est pourquoi j'ai un sentiment mitigé de l'issue de ce qui s'est passé ce matin. C'est-à-dire que l'autorité de l'État a montré que l'État était encore debout en disant on a laissé une fallacieuse délégation entrer dans un avion et on les a débarqués pour dire que monsieur descendait et c'est les responsables gouvernementaux qui vont décider de ce qui doit se passer. Et on a décidé. Mais simplement, je continue à dire que pour moi, et j'ai entendu les Camerounais le dire en disant le président de la République est encore parti, comme il est parti aux Jeux Olympiques, comme il est parti sans se prononcer sur cette crise-là. Je leur ai dit, le président de la République ne gère pas ce menu fretin. Cette crise-là, c'est le menu fretin. C'est vous qui donnez ça de l'importance. Le président a l'onction des Camerounais pour gérer l'État du Cameroun. Et il a délégué ses pouvoirs à certaines personnes. Si ça les dépasse, le président frappe le poing sur la table. Soit les gens vont en prison, soit il est limoge. Il n'est pas là pour venir dire qui a raison entre deux partis. Ce n'est pas ça le rôle du chef de l'État. Il a mis des gens, mais c'est pourquoi j'estime que aujourd'hui, le Premier ministre que les gens ont interpellé a pris ses responsabilités, mais j'estime qu'il a manqué jusque-là de points. Il ne devrait pas nous faire un discours ambigu. Le Premier ministre devait nous dire ça se joue à Garoua. Terminé. Point. Parce que si le Premier ministre disait que ça se joue à Yaoundé, vous savez que les dispositions des tests de la CAF disent qu'on peut changer le match jusqu'à 48 heures. Jusqu'à tout moment. Donc, s'il avait dit, la fédération se pliait pour informer la CAF que le match se joue désormais à Yaoundé. J'estime que le Premier ministre, chef de gouvernement, doit prendre ses responsabilités. Et au même titre, il doit prendre ses responsabilités pour régler le problème de ces deux staffs. Parce que moi, je croyais que lors du match contre le Cap-Vert, il y avait une meilleure solution. La meilleure solution, c'est celle du team coaching que avait adopté Marc Brice à l'hôtel Hilton. Il a réuni les deux camps. Il leur a dit, je travaille avec vous tous. Vous êtes tous les adjoints. Je suis le coach, j'aime mes assistants, et vous tous là, vous êtes les adjoints. Qu'on met numéro 1, numéro 2, mais vous êtes tous les adjoints. Mais un camp a refusé cela. Il faut savoir que dans les staffs, comme en équipe de France, en équipe d'Allemagne, les staffs ont moins de 30 personnes. Ce n'est pas les 5 personnes. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde.
il y a de la place pour tout. Et que ce qu'on a vécu là, et que le coach a dénoncé, et que je vois les gens ne pas s'accrocher, oui, heureusement, il a un préparateur physique. Mais à chaque match, que ce soit contre le Cap-Vert, que ce soit contre l'Angola, les gardiens de but qui sont un poste spécifique n'ont pas de préparateur physique lors des matchs à cause de ce conflit. C'est très grave. Et après, quand les gardiens vont encaisser des buts, vous allez dire que... Parce que les gardiens, quand ils s'échauffent eux-mêmes, ils ne se chauffent pas intensément comme il faut. Ils s'échauffent à leur rythme et ils s'arrêtent au niveau où il faut se surpasser. Or, quand ils ont leur préparateur physique, ils les poussent à surpasser leurs limites. Et quand vous n'avez pas ça, c'est des cas spécifiques. Quand vous n'avez pas... Et quand vous avez quand même les gens qui gèrent cette fédération, qui ont joué au plus haut niveau, je dis que on peut faire des concessions pour que cela n'arrive pas, pour que ce genre de manquement n'arrive pas. Parce que si ce genre de manquement arrive, je doute fort que vous vouliez que l'équipe gagne. Ouais. Je doute que ce serait vouloir que l'équipe gagne. Ouais. Parce que c'est un maillon important que vous aurez paralysé dans la chaîne de la préparation de match. C'est tout ce que moi j'avais. Voilà, il nous reste quelques minutes encore. On va, avant de poser les dernières questions sur ce plateau, vous proposer de revenir sur la première séance d'entraînement des Lions indomptables du côté de Yaoundé. C'est avec vous, Olivier Bouzique. 16h10 au stade, annexe numéro 1 du stade Amadou Ahidjo. Le bus affrété par le ministère des Sports pour le transport des lions sous escorte policière débat. Un par un, les 22 lions et les membres du staff technique descendent et se rendent directement sur la pelouse. La séance d'entraînement ne tarde pas à démarrer. Marc Brice, qui a accusé un retard, les rejoint quelques minutes après. À droite, exercice d'étirement. À gauche, Alioune Boukar s'occupe des 3 portiers. Les exercices se multiplient. La presse n'a droit qu'à 15 minutes d'image. Les journalistes ont massivement répondu présent, chacun avec sa petite opinion de l'ambiance au sein de la tanière. Beaucoup de leçons à tirer aujourd'hui. C'est une équipe solidaire, un groupe qui se sent véritablement à l'aise et qui voudrait montrer aux Camerounais qu'ils ont envie d'aller toujours en avant après cette belle rencontre livrée ici, dernièrement face au Cap-Vert. Le pays ne regarde pas, allez voir, il ne regarde pas les problèmes qui se trouvent autour du pays, se concentre sur le ballon parce que c'est ça qui est important. Les Camerounais ont besoin de cette confiance-là, cette victoire qui va les consolider, qui va permettre aux uns aux autres de rester fiers de leur équipe nationale. Les problèmes d'ailleurs et les problèmes extra-sportifs du terrain ne les concernent pas. Ils veulent simplement rester dans cette dynamique de faire grandir le football camerounais et de redorer le blason de cette équipe nationale. J'ai vu une équipe de Lions indomptables dégagée, enthousiastes, qui ont envie de démontrer qu'ils ont des choses pour cette rencontre capitale. Parce qu'il est toujours bien de commencer avec une victoire lorsqu'on engage une campagne. Maintenant, tout autour, j'espère qu'ils vont faire abstraction et que pendant qu'ils sont là, on va essayer de trouver quelques petites solutions afin que la victoire soit notre samedi prochain. Quel qu'en soit l'endroit, on va discuter de cette rencontre. D'autres séances d'entraînement sont prévues d'ici à samedi prochain, jour du match Cameroun-Namibie. Merci Olivier Bouzique pour ce point sur on rappelle la toute première séance d'entraînement des Lions indomptables hier du côté du stade annexe Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Pour les dernières minutes qui nous restent, alors Georges Rim, ce match en lui-même, Cameroun-Namibie, c'est vrai qu'il y a tous ces problèmes-là qu'on a vus autour. Si on s'en tient par exemple aux dernières confrontations qu'on a eues avec l'équipe namibienne, c'était pas facile pour nous. Non, c'était pas facile. La Namibie a réussi quand même à prendre 4 points sur 6 possibles devant les Lions indomptables lors de la campagne qualificative de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et à cette compétition même, l'équipe namibienne a quand même réussi à disputer, je crois, c'était les 8e ou les quarts finales, je ne m'en souviens plus. Bref, à faire un parcours tout aussi comparable à celui des Lions indomptables. Donc c'est un adversaire qu'il ne faudra pas prendre de haut, même si depuis lors ces résultats sont un tout petit peu questionnables. Mais ça reste que sur le plan psychologique, c'est important. Ils ont un certain ascendant sur les Lions
Ils sont venus nous imposer un nul ici au pays, et encore que c'est nous qui avons couru après l'égalisation. Et lors du match retour qui s'était disputé en Afrique du Sud, ils nous ont damé le pion. Ils ont cet ascendant psychologique qui fait que ils ne vont pas venir, ils ne descendront pas dans l'antre de Rumde Adja, comme on dit, la queue entre les jambes, bien au contraire, requinqués, et qui plus est, se diront, peut-être qu'on a une fois de plus l'occasion de leur faire du mal avec tout ce qui se passe autour de cette équipe-là. Donc, il faut la respecter, cette équipe, parce que elle nous a prouvé qu'elle a du répondant, elle a du mordant. Je vais terminer en reprécisant une fois de plus quelque chose. Lorsqu'il faut délocaliser une rencontre de football, pour X ou Y raison, généralement pour cas de force majeure, il appartient à la CAF de trancher en dernier ressort. Donc le Premier ministre n'est pas idiot, n'est pas fou, n'est pas bête quand il dit s'en remettre à la décision de la CAF, parce qu'il sait, au regard des textes de la Confédération africaine de football, que c'est à la CAF qu'appartient le dernier mot en cas de force majeure. Donc, il est respectueux de la légalité, le Premier ministre, et je suis très mal passé pour lui dire, je l'en félicite, je le remercie d'être respectueux des textes de la Confédération africaine de football et invite ses collaborateurs à également faire de même. De même. Tchaja Femba, ce match Cameroun-Namibie de samedi. Bon, je pense que l'arrivée, depuis que Marc Biss est arrivé, on ressent quand même un projet de jeu. On ressent qu'on a une équipe qui a un souci de jouer. On ressent des joueurs plus libérés. On ressent des joueurs qui ont plus envie. On ressent une équipe qui veut sortir les ballons depuis la défense, qui a un projet de jeu. On sent quand même une équipe qui marque des buts sur des coups de pied arrêtés, c'est-à-dire que les stratégies sont travaillées, on ressent des combinaisons, on ressent... Il y a quand même quelque chose, il a joué 2 matchs, et dans les 2 matchs, on a vu 8 joueurs qui n'ont pas bougé facilement. Donc, c'est un entraîneur qui, dans un esprit plus serein, et avec plus de la main libre, avec plus de confiance, peut nous apporter des résultats vraiment escomptés. Maintenant, est-ce que cette fois-ci, l'environnement dans lequel le match s'est préparé pourrait pas affecter l'entraîneur? Déjà, c'est retard aux séances d'entraînement d'hier et aujourd'hui. Ça peut affecter quand même. Il est vrai que pour un départ, il y a quand même le préparateur physique qui prend l'entraîneur adjoint, soit l'échauffement, soit la mise en main. L'entraîneur, généralement, entre pour soit la dernière phase de l'entraînement. Mais déjà, l'effet d'être en retard, ça peut aussi impacter. Et maintenant, arriver à Garoua, quand est-ce qu'il va arriver à Garoua? Est-ce que les séances d'entraînement qu'il avait prévues, s'il avait prévu 6 séances d'entraînement pour le match, est-ce qu'il va toujours faire 6 séances? Parce que là, maintenant, il y aura un déplacement pour la ville de Garoua. C'est un nouvel environnement. L'acclimatation, est-ce que le climat de Garoua est idem à celui de Douala? Est-ce que ça pourrait impacter sur le plan du jeu? Moi, je dis bien que la Namibie est une nation à respecter, mais si l'entraîneur avait évolué dans un environnement plus serein, moi je serais sans inquiétude pour la rencontre. Donc l'environnement, mais largement, c'est pas le cas. L'environnement pour moi peut influencer ou impacter sur le déroulement de la rencontre. Et pour chuter, il faudrait qu'on soit clair dans l'interprétation des tests. Quand on dit cas de force majeure, ce n'est pas la CAF qui décide forcément le cas de force majeure. Ce n'est écrit nulle part que le cas de force majeure est décrété par la CAF. Je ne l'ai pas dit. Voilà donc. Il a dit en cas de force, pour cas de force majeure, la décision appartient à la CAF. Comprenons quand les autres. Je vais dire donc ceci. Je vais dire que l'incapacité de pouvoir abriter un match dans un site par de l'État, avant d'arriver à la CAF. C'est à la CAF de décider. Ce n'est pas la CAF, ça ne parle pas de la CAF ou bien de la fédération, c'est l'État. C'est la CAF qui a le dernier mot sur la délocalisation. Je peux conclure. Oui, il faut conclure. C'est aussi simple. Pourquoi tu veux traverser mes propos? Je n'ai pas dit que c'est la CAF qui décide du cas de force majeure. Voilà. Mais en cas de force majeure, la dernière décision appartient à la CAF. C'est du français facile. D'accord. Oui, permets-moi. Tu en as de vouloir interpréter les choses simples. On est en fin d'émission. On est en fin d'émission. C'est pas du pays qui reçoit la rencontre, qui émet
pas la fédération qui émet un courrier à la CAF. Ça part du pays. Et mettez dans le cas de force majeure et après la CAF apprécie. Mathieu Nathanaël Ndiok, le match, on est en fin d'émission, vraiment. Le match Cameroun-Namibie ce samedi, quel lion face à cette équipe namibienne, selon vous? Ça sera, je crois, la même, une équipe de Lions qu'on a déjà vue, avec quelques modifications, avec les joueurs en fonction des sensations et des performances que l'entraîneur va voir aux entraînements. Comme a dit le coach, nous sommes en début de saison, les gens ont fait la préparation physique, maintenant il faut la préparation tactique. Mais pour moi, ça serait un match très difficile parce que la Namibie joue 2 CAN et elle a montré un très beau jeu, elle a montré de très bons dispositions tactiques et elle a des jeunes qui courent, qui portent le ballon, qui circulent. Ça ne sera pas facile pour nous parce que le climat délétère qu'on a entretenu là aura des conséquences. L'environnement avec le changement de lieu, de stade, tout ça va impacter les joueurs. Tous les lettres que les joueurs ont reçues, qui n'ont jamais reçues dans leur vie, avec les menaces, tout ça va impacter les joueurs. Et donc, il faut, je crois, que les dispositions soient prises pour qu'on envoie un préparateur psychologique au sein des Lions pour sortir ça dans leur tête. Parce que il faut savoir... Avant le match, ces jours-ci, avant les Oui, bien sûr, c'est une question de causerie, aux heures libres. C'est une question de causerie pour les sorties. Parce que, regardez, quand les gens vont arriver à Garoua, avec tout ce que j'entends sur ce plateau et partout, si on continue à dire que les joueurs ont désavoué la fédération, quel est le regard, quel est le climat qui va exister entre les deux parties? Et seulement ce climat-là peut continuer à déstabiliser les joueurs malgré tous les efforts de discours que l'entraîneur aura fait. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un travail. Et donc, si on fait un mauvais résultat à Garoua, ce ne sera la faute que de tous ceux qui entretiennent cette bataille autour de cette équipe nationale. D'accord. Pour terminer, coach Urbain Bangué, cette équipe du Cameroun face à la Namibie, vous attendiez à quel type de match samedi? Déjà, le Cameroun, on a un avantage. On joue chez nous. Faut pas le Cameroun va gagner la Namibie. Mais la présence d'un joueur... Ah, là, vous êtes formel, hein, le Cameroun va gagner. La dernière fois, on n'a pas gagné. Cette fois, on va gagner. C'est la dernière fois. Mais le Cameroun a dans son équipe un élément qui a tout changé. La présence de cet enfant a changé, même au niveau de la mentalité. Avoir son abattage, avoir ce qu'il fait, avoir son avis. Il a changé la mentalité. Je crois que sa présence a changé la mentalité. Il a donné confiance à toute l'équipe. Vous comprenez? Et je pense que c'est ça qui a un peu fait la force de Marc Brice. Avec l'arrivée du Petit. Avec l'arrivée du Petit. Et Mbeumo aussi, pour moi, ses débuts à l'équipe nationale, pour moi, n'étaient pas très bons. Mais lors des 2 derniers matchs, il a pris les sensations. Il a pris ses sensations. Et je pense que le fait qu'il joue dans le même championnat que Baléba, ils ont des atomes. Oui. Donc, le Cameroun va gagner. Ce soir, le voir bébé. Comme me dit souvent quelqu'un. En tout cas, c'est le mot de fin. Merci bien, coach Urbain Bangué, d'être venu ce soir. Georges Rim, Mathieu Nathanaël Ndiok et bien sûr Tchadja Femba. Merci à toute l'équipe technique ainsi qu'à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour parler des 2 matchs que le Cameroun va donc disputer. Déjà, samedi 7 contre la Namibie ici et puis le 10 contre le Zimbabwe à Kampala. Au revoir.